Bonjour à toutes et à tous. Alors, au nom du Fonds de recherche du Québec, Société et Culture, et du ministère de l'Éducation, tous deux partenaires dans le programme d'action concertée du Fonds Société et Culture, je vous souhaite la bienvenue à cette activité de transfert des connaissances. Le Fonds est fier de s'associer au ministère de l'Éducation qui, depuis maintenant plus de 20 ans, s'implique activement dans le soutien à la recherche et en reconnaît l'importance pour éclairer les décisions et les actions gouvernementales au sein de différentes instances et en direction des milieux de pratique concernés. L'objectif principal du programme de recherche sur la persévérance et la réussite scolaire est de développer des connaissances afin de favoriser la réussite des élèves, des étudiantes et étudiants au cours de leur cheminement scolaire à tous les ordres d'enseignement et de contrer l'abandon de leurs études avant l'obtention du diplôme ou de la qualification qu'ils convoitent. Alors, les présentations réunies aujourd'hui traitent de préoccupations communes liées à la persévérance et la réussite scolaire des élèves et des étudiants et étudiantes au Québec. Elles répondent aux objectifs d'un premier appel de proposition lancé en 2019 dans lequel le besoin de connaissances était arrimé notamment aux orientations et enjeux de la politique sur la réussite éducative, politique du ministère de l'Éducation lancée en 2017, et d'un second appel, celui-là lancé en 2020, invitant la communauté scientifique à répondre à des besoins spécifiques, entre autres sur la persévérance et la réussite scolaire et de pratiques d'évaluation, d'approche inclusive auprès d'élèves ayant des besoins particuliers ou avec des partenaires communautaires. Alors, vous êtes nombreuses à avoir répondu à notre invitation. Vous êtes plus de 280 personnes à vous être inscrites, ce qui m'apparaît être une indication claire que les présentations d'aujourd'hui vous interpellent et répondent à un besoin bien concret. Alors, je me présente, Geneviève Godbout, responsable de programme au FRQSC, et c'est avec plaisir que j'animerai cette rencontre. Nous recevons aujourd'hui Isabelle Plante, professeure à l'Université du Québec à Montréal, et Isabelle Archambault, professeure à l'Université de Montréal. Je suis accompagnée de ma collègue Élisabeth Pelletier, technicienne au FRQSC, alors aux reines de la technologie Zoom aujourd'hui. J'en profite d'ailleurs ici pour la remercier. Avec nous également, Mme Caroline Bélanger, conseillère en recherche et en transfert et responsable du programme de recherche-action sur le numérique au ministère de l'Éducation. Mme Bélanger a généreusement accepté d'agir à titre de modératrice à la période de questions qui suivra chacune des présentations, questions qu'elle relayera à nos chercheuses invitées. Elle agira ainsi comme votre porte-voix. Alors, tout de suite, sur le plan technique, là, pour ces questions, vous n'aurez qu'à soumettre vos commentaires ou questions dans la section discussion que vous pouvez identifier dès maintenant au bas de votre écran. Je vous informe que ces questions ne sont pas partagées à l'ensemble des participants et participantes dans cette section, mais se dirigent uniquement vers les panélistes. Vos micros, caméras demeurent fermés tout au long des présentations. Alors, brièvement, pour les personnes qui seraient moins familières avec la mission du Fonds de recherche du Québec Société et Culture, le FRQSC, je me permettrai de rappeler que celle-ci est notamment de promouvoir et d'appuyer financièrement le développement de la recherche dans les secteurs des sciences humaines et sociales, des arts et des lettres. Pour ce faire, le Fonds met en place des dispositifs rigoureux afin d'octroyer des bourses et des subventions de recherche aux meilleures étudiantes et étudiants, chercheuses et chercheurs universitaires du Québec. Dans le cadre du programme Action concertée du FRQSC, la particularité ici est que nous partons des besoins et préoccupations exprimés par les partenaires. Et ces partenaires qui sont pour beaucoup des ministères, en l'occurrence le ministère de l'Éducation ici, et aussi du secteur privé, en souscrivant nos programmes, adhèrent à deux principes centraux pour le Fonds, soit la liberté académique et l'accès public aux résultats des projets financés. Et c'est pourquoi, au terme de chaque recherche menée dans ce contexte, le FRQSC
et les organismes partenaires orchestrent une activité de transfert pour favoriser l'appropriation des connaissances produites par les milieux utilisateurs. Alors, c'est précisément en réponse à l'appel de proposition auquel je faisais référence, lancé par le ministère de l'Éducation et le FRQSC, invitant la communauté scientifique à soumettre une proposition de projet de recherche. Puis, à l'issue d'un processus d'évaluation rigoureux, que 13 projets ont été sélectionnés, dont 4 projets de recherche-action, un projet de synthèse de connaissances, ainsi que 8 projets de recherche. Parmi eux, le projet de recherche de Isabelle Plante de l'Université du Québec à Montréal et des membres de son équipe de recherche. Nous accueillons donc, pour commencer, Isabelle Plante. Je vais vous inviter à partager votre présentation. Isabelle Plante est accompagnée, non, elle est seule, pardon. Alors, Isabelle Plante est professeure au département de didactique de l'Université du Québec à Montréal et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les différences de genre à l'école. Ses activités de recherche portent sur diverses problématiques en lien avec la motivation à apprendre et la réussite des élèves du primaire et du secondaire, afin de mieux cerner les facteurs psychosociaux qui sous-tendent les parcours scolaires différenciés des garçons et des filles. Alors, sans plus tarder, j'invite Isabelle Plante à partager, oui, sa présentation, mais je vous cède la parole pour que vous puissiez nous présenter le fruit de vos travaux. Oui, bonjour tout le monde. D'abord, juste vérifier que vous m'entendez bien. Est-ce que mon son est bien réactivé? Parce que je n'ai plus ma commande là, flottante. Merci. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici avec vous ce matin. Pour vous présenter là, rapidement, dans le fond, le fruit, dans le fond, de mes travaux, et en particulier de mon projet de recherche mené en lien avec la subvention reçue dans le cadre du concours FRQSC et le ministère de l'Éducation. Le titre de mon projet, donc, s'intitule « Persévérance et réussite scolaire en mathématiques et en sciences, rôle et besoins des parents pour offrir un soutien optimal ». Donc, j'ai été là, rapidement présentée. Je suis Isabelle Plante, professeure au département de didactique de l'Université du Québec à Montréal. Et je voulais là, juste rapidement souligner l'apport des différents partenaires financiers là, qui ont permis la réalisation de ce projet, donc le ministère de l'Éducation, le Fonds de recherche en société et culture, aussi en santé, ainsi que ma Chaire du Canada sur les différences de genre à l'école. Excusez-moi. Bon, ça s'en vient. Donc, je vais aussi en profiter pour vous présenter là, rapidement mon équipe. Je suis chercheur principal sur ce projet-là, mais je suis accompagnée d'une belle équipe de co-chercheurs, de collaborateurs. Puis il y a aussi une postdoctorante puis des étudiants qui ont travaillé avec moi, notamment 2 étudiants qui ont réalisé leurs travaux de recherche vraiment avec les données de ce projet-là. Donc, comme co-chercheur, j'ai Annie Dubois, qui est professeure à l'UQAM au département de l'éducation et formation spécialisée, Catherine Rattel, qui est à l'Université Laval, et Marie-Hélène Véronneau de l'UQAM, qui est dans la salle aujourd'hui, qui ne présente pas avec moi, mais qui aurait pu quand même répondre possiblement à des questions, mais qui est dans la salle, dans l'auditoire. J'ai aussi comme collaborateur Patrice Potvin, qui est aussi au département de didactique de l'UQAM, qui est spécialisée en sciences, en didactique des sciences. Une postdoctorante, Catherine Chaffee, qui a beaucoup aidé notamment dans la réalisation des analyses statistiques, et 2 étudiants de doctorat en psychologie, Yovana Chacon et Véronique Lecourt, qui ont, comme je disais, là, qui réalisent leur doctorat avec les données du présent projet. Donc, je voulais vraiment souligner la part de tout ce beau monde-là parce que tout le monde a contribué autant dans l'aide à la rédaction du projet, mais aussi dans la réalisation du projet en soi. Donc, le plan de la présentation aujourd'hui, je vais aller quand même assez rapidement sur la problématique, les objectifs et la méthodologie. Je vais essayer de dédier, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire en préparant la présentation. Je vais essayer de me centrer là, surtout sur les principaux résultats et de vous parler là, de pistes d'intervention qui, à mon sens, là, je dirais, découlent des résultats qu'on a obtenus et puis qui peuvent dans le fond, qui peuvent être pertinents tantôt pour les acteurs du milieu scolaire, pour les enseignants, mais aussi pour les gestionnaires et pour les parents. Donc, débutons tout de suite là, avec la problématique. Comme le titre le dit, c'est un projet qui s'intéresse au rôle des parents
mais plus spécialement au rôle des parents dans le suivi scolaire des adolescents. Là, juste pour vous dire, là, pour la petite histoire, là, moi, j'essaie toujours là, d'agrémenter mes petits diaporamas avec des images et je dois dire que j'ai quand même dû chercher longtemps pour avoir des images qui représentent le suivi ou en tout cas le rôle des parents, pas simplement auprès d'enfants, ce qu'on voit plus souvent, mais aussi auprès d'adolescents. Et c'est un petit peu, là, dans le fond, l'originalité et l'idée du projet. Et vous allez voir au courant de la problématique qu'il y a quand même pas mal moins de choses dans le suivi, dans la façon dont les parents peuvent intervenir auprès de leur adolescent, il y a plutôt vraiment beaucoup de recherches auprès de plus jeunes enfants. S'entendait donc répondre aux besoins numéro 12 de l'appel de l'action concertée, comment promouvoir l'engagement des parents auprès de leur enfant durant son parcours scolaire pour favoriser sa persévérance et sa réussite scolaire. Donc, on sait, la recherche le dit depuis très longtemps, que les parents ont un rôle très important dans la qualité du parcours scolaire. C'est donc vraiment bien admis. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a une diminution de l'implication parentale dans le suivi scolaire. Et en fait, je pense que pour comprendre cette donnée-là, il faut bien dégager le suivi scolaire que j'appellerais direct ou qu'on peut appeler aussi l'engagement parental, du suivi plus informel ou plus indirect. Qu'est-ce que c'est le suivi direct? C'est vraiment l'aide ou le suivi que le parent va offrir à son enfant de manière très stricte, organisée. C'est notamment vraiment le fait de l'aider dans ses devoirs. Et là, il y a beaucoup de recherches en lien avec ça qui est menée vraiment auprès d'élèves là, du primaire. Un petit peu auprès du secondaire. Donc, on voit qu'il y aurait encore un lien positif, mais dans ce cas-ci, c'est beaucoup plus mitigé. Il y a des études qui vont montrer, les quelques études qui ont été faites auprès d'élèves plus vieux, vont montrer que c'est tantôt positif, mais que ça peut être tantôt négatif aussi. Ça pourrait possiblement limiter l'autonomie des jeunes. Donc, c'est plus incertain. Dans le suivi informel, il y a toutes les discussions que les parents peuvent offrir, mais qui se réalisent vraiment de façon plus informelle. Ce n'est pas organisé autour de périodes d'études. C'est par exemple pendant l'heure du souper, ça peut être assis sur le divan. Puis dans ce type de discussion-là, il peut y avoir aussi des conseils que les parents peuvent donner à leurs enfants. Des conseils ou vraiment de l'information sur différents parcours scolaires, par exemple, qui pourraient être suivis. Il y a aussi toutes les ressources qui vont être à la maison, qui vont être offertes aux jeunes. Puis ça, à nouveau, ce n'est pas quelque chose de très organisé. Ce n'est pas comme, OK, à ce moment-ci, voici ce qu'on a, mais c'est quelque chose qui est comme à la disposition du jeune, puis qu'on sait qu'il va avoir un rôle sur sa persévérance et réussite, notamment par le modèle qu'on donne à son jeune, mais aussi par le fait que lorsque le jeune a une question, bien, c'est déjà disponible, donc c'est plus près de lui. Et ces éléments-là, dans le suivi informel, c'est vraiment je dirais, là, ce sont là, les données là, qui nous disent qu'encore dans le suivi scolaire auprès d'élèves plus vieux, c'est toujours important comme parent d'être présent. Par contre, il y a aussi des données qui vont nous montrer que l'implication peut être contre-productive, en particulier auprès d'élèves adolescents et vers la fin là, du parcours là, qui va correspondre au niveau à la fin du secondaire. Donc, l'enfant peut sentir que le parent, dans le fond, va le blâmer, que lorsque le parent se met avec son enfant à faire des leçons, ça va créer une certaine discorde, ça peut créer de l'opposition, un certain découragement. Et ça, dans les écrits, un des grands, je dirais, éléments de contenu là, qu'on va retrouver en lien avec ça, c'est vraiment tout ce qui entoure la notion de pression parentale, où là, les jeunes vont avoir l'impression que leurs parents, oui, sont présents, mais que finalement leur mettent une pression. Et cette pression-là est réputée être plutôt négative, là, vous vous en doutez, autant sur leur persévérance que sur leur réussite. Un autre élément là, qui est quand même central dans notre projet, c'est que ça s'intéresse aux mathématiques et aux sciences. C'est un contexte, dans le fond, qui est particulier, puis je voulais simplement vous justifier un petit peu pourquoi on a choisi ce contexte-là plus particulièrement. Dans le fond, ce qu'on sait, c'est que la réussite scolaire en mathématiques et en sciences, elle va procurer un ensemble de retombées positives dans la vie des jeunes. Autant, je dirais, là, les données québécoises vont nous dire ça, mais c'est aussi une tendance internationale. Ça va mener à davantage de chances d'obtenir un diplôme universitaire, à des emplois de qualité, à des salaires qui sont plus élevés. Puis, il faut quand même mentionner qu'en ce moment, tout particulièrement, il y a une pénurie de main-d'œuvre qualifiée pour un ensemble de domaines, mais notamment pour l'exercice de métiers qu'on va dire liés au STEAM. STEAM, c'est sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Au Québec, tout particulièrement,
l'accès à des métiers en lien avec les STEAM va nécessiter des séquences dites enrichies en mathématiques et en sciences. Vous connaissez sans doute ces parcours-là. Ce sont des parcours que les élèves entreprennent à partir de la 4e année du secondaire et qui se poursuivent en 5e année du secondaire. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même une bonne proportion d'élèves qui suivent ces parcours-là, donc qui pourraient possiblement se diriger vers des parcours soit collégiaux universitaires en STEAM, puis ensuite accéder à des professions en lien avec ces domaines-là. Mais ce qu'on constate, c'est que les élèves ne poursuivent pas nécessairement. Donc, ils s'inscrivent dans ces séquences-là. Ils ont visiblement un potentiel pour réussir dans ces domaines-là. Mais la question qu'on se pose, c'est pourquoi les élèves ne poursuivent-ils pas en STEAM au cégep ou après? Puis, c'est un phénomène qui est accru chez les filles. C'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est qu'il y a une bonne proportion de filles qui vont s'inscrire dans ces domaines-là, mais qu'ensuite, elles ne poursuivent pas dans ces domaines-là. Donc, c'était comme la question générale, je dirais, qui guidait notre projet. Puis, plus spécifiquement, on voulait savoir quel peut être le rôle des parents dans cette décision de poursuivre soit dans un parcours collégial ou d'aspirer à un domaine en lien avec les STEAM. Ça nous amène à je dirais, un modèle là, qui résume un peu tout ça. Ce qu'on a voulu plus spécialement examiner, c'est le rôle des pratiques ou des attitudes parentales. Là, il y a une série d'éléments. Là, vous allez voir que ça rejoint un peu ce que j'ai présenté un petit peu plus tôt. D'abord, il y a des éléments en lien avec le suivi scolaire direct. On voulait savoir si, encore à la fin du secondaire, la durée de l'aide dans le suivi scolaire, donc vraiment l'engagement parental, pouvait être impliqué dans la motivation, persévérance et réussite, mais aussi tout ce qu'on a appelé le soutien au vécu scolaire, donc justement le soutien plus indirect ou informel. Donc, la communication, la tendance à communiquer avec son jeune à propos de son avenir, toutes les communications que les parents peuvent avoir à propos de l'école, la disponibilité des ressources, puis 2 autres éléments en dessous. D'abord, les attentes des parents, parce que les attentes élevées sont généralement perçues ou présentées dans les écrits comme un élément positif. C'est-à-dire que le parent qui va avoir des aspirations élevées envers son jeune, ce qu'on sait, c'est qu'en général, les jeunes vont être plus motivés puis ils vont persister davantage dans le parcours. Mais en contrepartie, la ligne est mince, finalement, entre des attentes élevées puis la perception de la pression parentale. Donc, on voulait aussi examiner, je dirais, l'effet ou la présomption inverse. Puis, ce qu'on voulait examiner, c'est dans le fond deux éléments centraux. D'un côté, la motivation, les attentes de succès et la valeur, qui est un modèle de motivation. Les attentes de succès, c'est quoi? C'est le fait de s'attendre à réussir ou ça se traduit là, plus concrètement par le sentiment de compétence. Est-ce que le jeune sent qu'il est compétent, qu'il a ce qu'il faut, il s'attend donc à réussir? Puis, est-ce qu'il attribue de la valeur au domaine ou aux différents éléments présentés dans un cours en particulier? Ou en contrepartie, en particulier en lien avec la pression parentale, on se disait possiblement que ça peut générer de l'anxiété de performance. L'anxiété de performance ou de l'anxiété évaluative, c'est une forme d'anxiété qui est vraiment propre aux évaluations, qui semble être particulièrement présente dans les milieux scolaires. Puis ça, on sait que c'est plutôt un frein là, à l'engagement et la réussite. Donc, on voulait un peu examiner les 2 pôles, un élément plus positif, donc motivation, puis plus négatif, anxiété de performance, tout ça en lien avec les pratiques et attitudes parentales, autant perçues par les adolescents que rapportés par les parents eux-mêmes. Puis ensuite, ce qu'on voulait aller voir, c'est le lien entre ces éléments-là et les indicateurs de persévérance et réussite scolaire. Donc, ce qu'on voulait ici aller voir plus spécifiquement, c'est le rendement scolaire en 5e secondaire. C'est comme je vous disais, l'intérêt du projet, c'était d'aller vers la fin du secondaire. Les aspirations scolaires et professionnelles. Donc, est-ce que les jeunes veulent jusqu'à quel point veulent-ils poursuivre à l'école, puis dans quelle voie? Et on voulait aller les questionner sur le choix de programme collégial qu'ils allaient faire pour coder tout ça, puis voir est-ce qu'ils vont poursuivre dans des domaines liés au STEAM ou non. Et on voulait comparer pour les élèves qui étaient dans les cheminements enrichis ou pas, en ciblant vraiment le contexte là, de mathématiques et sciences. On voulait aussi examiner les différences de genre parce que, comme je vous disais, l'attrition de jeunes dans ces domaines-là semble beaucoup plus prévalente là, chez les filles. Donc, on voulait aller voir est-ce que ces liens-là allaient être les mêmes ou pas selon le genre. Ça nous amène à nos objectifs et notre méthodologie. Donc, on a 2 objectifs principaux qu'on va vous présenter ici. Examiner la validité empirique de ce modèle-là que je viens de vous présenter. Puis, ensuite, dans une visée vraiment plus exploratoire, là, examiner les liens entre les obstacles et facilitateurs de l'implication parentale
donc rapportée par les parents, et l'implication parentale perçue par les jeunes eux-mêmes. Donc, je vous parle un petit peu qu'on avait initialement planifié. Donc, on avait un premier temps de mesure à l'automne 2019 dans lequel on voulait faire passer des questionnaires aux parents pour qu'ils nous rapportent leurs pratiques de suivi scolaire. Dans un deuxième temps de mesure, donc avec l'idée d'avoir une espèce de continuité ou un devis prédictif, on voulait faire passer un questionnaire aux élèves sur l'anxiété de performance, leur motivation, les pratiques parentales qu'ils perçoivent, puis leurs aspirations professionnelles. Et enfin, dans un troisième temps, on voulait retourner rapidement pour avoir les résultats de leur admission au collégial, donc leur réelle admission, le programme dans lequel ils choisissent d'aller. Et un petit questionnaire, excusez-moi, là, c'est répétitif, là, ça, l'admission collégiale et les notes au bulletin. Enfin, ça, c'est plus j'aurais dû changer le titre ici, là, c'est la mauvaise boîte qui est collée. On voulait les notes officielles au bulletin, donc pas les notes auto-rapportées, mais vraiment rapportées par le dossier, dans le dossier scolaire de l'élève. Ensuite, je mentionne simplement qu'on voulait quand même, au premier temps de mesure, on avait déjà prévu d'avoir un questionnaire ici pour contrôler, en fait, un ensemble de mesures pour être sûr que quand on fait une prédiction, bien, ça va au-delà des éléments initiaux qui étaient rapportés. Vous allez voir pourquoi je vous parle de cet élément contrôle-là. Vous vous en doutez, là, la pandémie est arrivée. Exactement, en fait, je dirais 1 ou 2 semaines avant le début de la deuxième collecte de données. Là, au début, on a mis ça sur pause, on s'est dit on va retourner plus tard, puis considérant que les élèves n'étaient plus sur les bancs d'école à cette période-là, on ne pouvait pas faire une collecte de données puis penser qu'elle serait représentative de la réalité quotidienne là, des jeunes. Donc, le devis réel, ce qu'on a fait, c'est qu'on a conservé, dans le fond, théoriquement, la même présomption avec un temps 1, temps 2, temps 3, mais en fait, ce qu'on met à travers les différents temps de mesure, c'est d'abord le questionnaire de parents au temps 1. Ça n'a pas changé. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on tente de prédire avec ça? Bien, c'est le questionnaire qui a été complété par les élèves au temps 1, donc qui mesure leur pratique parentale perçue, la motivation puis l'anxiété de performance. Et ensuite, on tente de prédire aussi leurs aspirations professionnelles et les notes, le rendement scolaire au dernier temps de mesure. On a quand même un bel échantillon, dans le fond, d'élèves qui ont pris part au projet, 1212 élèves, dont 609 filles qui ont été sondées, qui proviennent d'écoles soit publiques ou privées. Parmi eux, il y a 170 parents qui ont accepté de compléter un questionnaire, qui nous ont renvoyé, dans le fond, un questionnaire ou qui l'ont complété en ligne. C'est à peu près aussi représentatif là, des participants dans les différents milieux publics ou privés. Puis seulement pour votre information, là, pourquoi il y a davantage d'élèves qui viennent du privé, c'est qu'en fait, quand les écoles publiques acceptaient de prendre part au projet, c'était seulement certains enseignants qui étaient sollicités par les milieux scolaires ou en tout cas certains enseignants qui acceptaient qu'on se déplace dans les milieux, alors que dans les milieux privés, c'était plutôt l'ensemble des élèves des niveaux scolaires. Donc, tous les enseignants prenaient part de façon comme systématique au projet. C'est pour ça qu'il y a comme une surreprésentation des milieux privés. Mais en fait, c'est le même nombre d'écoles là, qui ont été approchées puis qui ont accepté de prendre part au projet qui provenaient d'écoles publiques ou privées. Je m'en vais tout de suite là, vers les principaux résultats. Là, j'ai essayé de faire un petit jeu de couleurs pour qu'on se retrouve là, à travers tout ça. À gauche, dans le fond, dans la colonne de gauche, ce sont les éléments en lien avec les attitudes ou pratiques parentales perçues par les jeunes. Au centre, ce qu'on voit, ce sont les indicateurs motivationnels. L'élève a l'impression, en fait, que son parent l'aide puis lui fait confiance, donc que dans le fond, il soutient bien son autonomie. Ce qu'on sait, c'est que le soutien à l'autonomie, c'est un prédicteur positif des attentes de succès. Donc, plus le jeune perçoit que son parent soutient son autonomie, plus il se sent compétent dans le domaine des mathématiques. Puis ça, en contrepartie, ça va permettre de prédire sa note en secondaire 5. Là, je mentionne ici, je n'ai pas mis les variantes de contrôle, mais tout ça, ça contrôle dans le fond, ça prend en compte le rendement
Ça prend en compte le rendement antérieur là, des jeunes, donc de secondaire 4. Donc, puis ça, dans le fond, c'est un lien aussi indirect. Dans le fond, on part du soutien à l'autonomie, puis on se rend jusqu'aux notes de secondaire 5 qui est significatif. Un autre élément qu'on voit, c'est à peu près le même processus, donc de soutien à l'autonomie, qui va se rendre aux attentes de succès en sciences des jeunes. Puis en contrepartie, ça va permettre de prédire leurs notes en secondaire 5. Donc, on voit vraiment que le soutien à l'autonomie, ça semble être une variable super importante à la fin du secondaire. Les jeunes qui se sentent soutenus, mais qui ne se sentent pas forcés, donc ce ne sont pas des pratiques par opposition, je dirais, à des pratiques contrôlantes. Ça va permettre d'influencer positivement leur motivation, puis éventuellement leur note à la fin de l'année. Il y a aussi un lien qui est significatif entre le soutien à l'autonomie puis la valeur que les élèves ont attribuée aux mathématiques, donc la perception que c'est important, que c'est utile dans la vie, puis leur intérêt envers cette matière-là, mais il va y avoir des liens significatifs avec soit la note ou le niveau scolaire visé par les élèves, mais le lien indirect, dans le fond, lui, n'est pas significatif. Ça veut dire que ce sont des liens qui ne sont possiblement pas assez forts pour que ça se rende. La petite ligne pointillée veut simplement dire que c'est significatif uniquement pour les garçons, mais pas pour les filles. Dans tous les autres cas, c'est significatif pour les élèves des deux genres. Donc, vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose comme différence de genre. C'est quelque chose qui se généralise, donc en général, pour les garçons comme pour les filles. Il y a aussi un petit lien négatif entre les attentes de succès en mathématiques et le niveau scolaire visé par les élèves, de même qu'un petit lien négatif entre la valeur attribuée et la note en secondaire 5. Là, on peut se dire, mais là, ça n'a absolument pas de sens. Plus j'accorde de valeur, moins je suis bon en mathématiques. Ça a l'air complètement contre-intuitif comme résultat et vous n'en faites pas, effectivement, ce l'est. Ce qu'il faut savoir, c'est que la corrélation, donc le lien général entre tout ça est toujours positif, donc dans le sens attendu. Plus j'accorde de valeur, normalement, mieux je réussis, plus mes aspirations scolaires sont élevées. Ce qui se passe dans des modèles statistiques comme ça, c'est que ça tient compte de toutes les autres variables. Et je dois dire que c'est un résultat que j'observe régulièrement dans mes jeux de données. Lorsqu'on prend en compte les attentes de succès, la valeur devient un prédicteur négatif. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que normalement, les attentes de succès et la valeur vont dans le même sens. Un élève qui accorde qui se sent très compétent, donc qui a des attentes de succès élevées, va aussi attribuer beaucoup de valeur. Mais qu'est-ce qui arrive quand ce n'est pas le cas? L'élève qui ne se sent pas très compétent, qui n'a pas donc d'attente de succès élevée, mais qui quand même attribue beaucoup de valeur, possiblement parce que socialement, c'est un domaine qui est très valorisé, mais il va quand même avoir des notes qui sont plus faibles. Donc, ça donne ce lien-là qui est négatif, puis qui possiblement serait la même chose là, pour le niveau scolaire visé. Donc, ça peut avoir l'air contre-intuitif, mais ça s'explique facilement. Puis comme c'est un résultat que j'ai régulièrement, je pense que c'est vraiment ça là, qui semble se produire. Et enfin, il y a un petit lien positif relativement faible, mais qui est quand même significatif entre le fait que l'élève voit que les parents posent beaucoup de questions à propos de l'école. Ça va faire en sorte quand même qu'ils vont attribuer beaucoup de valeur, davantage de valeur au domaine des sciences, mais ça ne se répercute pas ensuite sur les autres indicateurs. Que je voulais, un autre élément important que je voulais fouetter ou des attentes là, des parents. Puis l'anxiété de performance. Il y a les mêmes ensuite indicateurs. Donc, j'ai laissé là, les indicateurs de la même couleur. C'est vraiment la même chose qu'on tente de prédire. C'est vraiment les variables qui précèdent là, qui changent. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, comme on pouvait s'y attendre, la pression parentale, ça va être un prédicteur positif de l'anxiété de performance. Donc, les jeunes qui sentent qu'ils ont une pression vont aussi rapporter davantage d'anxiété de performance à l'école. Là, le lien entre l'anxiété de performance et les notes en secondaire 5, c'est aussi là, c'est un prédicteur qui est négatif. Donc, dans le sens qui est attendu, plus un jeune a d'anxiété de performance, moins ses notes sont élevées en secondaire 5. Là, ici, il faut savoir que ça contrôle pour les notes d'avant. C'est pour ça que le lien est relativement est tout petit, là, il n'est pas très important. Puis ce que ça nous dit, ça aussi, ça fait écho à un autre jeu de données que j'ai, c'est qu'en fait, les jeunes qui font de l'anxiété de performance, c'est aussi beaucoup des jeunes qui, à la base, n'avaient pas un rendement très, très élevé. Et ça, c'est quelque chose qui peut sembler surprenant. On a l'impression que ce sont surtout les jeunes qui ont une performance super élevée à l'école, qui réussissent très bien, là, puis qui vont beaucoup dire qu'ils font de l'anxiété évaluative, mais en fait, c'est un phénomène qui est davantage observé chez les élèves qui sont faibles. Donc, ils intériorisent que c'est difficile, ils se mettent à percevoir l'évaluation comme une menace. Donc, ils font davantage d'anxiété de performance. Puis c'est peut-être pour ça que
il n'y a pas un gros lien entre l'anxiété de performance au-delà du profil, dans le fond, de l'expérience scolaire des jeunes. Puis aussi, l'autre résultat qui est intéressant, c'est de voir que le niveau de scolarité, lui, donc les attentes élevées vont prédire ce que l'élève veut, mais ça ne génère pas d'anxiété évaluative. Donc, il semble vraiment y avoir une distinction là, importante à faire entre le fait d'avoir des attentes élevées puis le fait de mettre de la pression à son jeune. L'autre résultat qui est quand même intéressant, c'est un résultat qui est non significatif, c'est toujours un peu plus dur à interpréter, mais il n'y a pas de lien entre l'anxiété évaluative puis les notes en sciences. C'est quelque chose qui a l'air d'être un peu plus en lien avec le contexte des mathématiques que des sciences. Enfin, là, je vous avais parlé de la visée exploratoire. Ici, là, ce qu'on a fait, on est allé regarder là, les liens entre ce que les parents ont rapporté comme facteurs qui pouvaient soit faciliter ou nuire à leur implication. Puis là, c'est vraiment là, les perceptions des parents eux-mêmes. Puis on a essayé de les croiser avec ce que je vous ai présenté tout à l'heure, donc les éléments en lien avec les perceptions des élèves quant à l'implication de leurs parents. Et là, vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de résultats qui ressortent. La communication qui est rapportée par le parent, c'est un prédicteur des conseils et informations qu'ils vont donner à leurs jeunes puis qui sont rapportés par leurs élèves. Donc, vraiment, là, ça fait écho. C'est tout à fait cohérent. Les invitations que les parents rapportent là, recevoir de la part de leur enfant, ça va être lié aux questions et propos qui sont posés à propos de l'école à leur enfant. Ça aussi, ça va être prédit par le temps et l'énergie dont les parents disposent. Donc, c'est dire que finalement, les parents qui disent qu'ils ont quand même le temps et qui ont l'énergie pour s'occuper du suivi scolaire vont poser davantage de questions. Les invitations de la part de l'enfant vont être liées à la fréquence de l'aide aux devoirs. Ça ici, l'aide aux devoirs, si on se rappelle bien, là, c'est vraiment l'engagement ou le suivi scolaire direct. Donc, ce que ça nous dit, c'est peut-être que même si c'est un prédicteur qui ne semble pas avoir une grosse influence sur la motivation puis la réussite, c'est peut-être parce que ça vient de l'enfant aussi lui-même. Le parent a l'impression que l'enfant sollicite son aide directe. C'est pour ça que le parent va s'impliquer, même auprès d'élèves qui sont plus vieux, le secondaire 4, secondaire 5, hein, quand même, là, notre échantillon. Et enfin, la fréquence d'aide aux devoirs va être en lien généralement comme des facilitateurs. D'après ce qu'on observe, ce sont des liens positifs, mais il y a quand même quelques petits liens négatifs. Donc, la communication, ça, c'en est un lien qui agit plus négativement. Donc, ce que ça nous dit, c'est que le parent qui communique, oui, ça peut être un prédicteur positif des conseils et d'informations qui sont rapportés par les jeunes, mais ça peut être aussi un frein au soutien à l'autonomie qui, rappelons-le, était vraiment le seul élément, un des éléments en tout cas qui ressortait comme un prédicteur de la motivation des jeunes. Donc, trop être impliqué à travers notamment la communication comme fréquente, ça peut être perçu comme un frein à l'autonomie par le jeune, donc ça peut devenir un obstacle. Et enfin, l'auto-efficacité parentale. Donc, le parent qui se sent très, très compétent, ici, c'est plutôt peut-être le reflet du fait que lorsqu'il se sent compétent, il y a peut-être moins la préoccupation de l'école, il sent peut-être moins le besoin de questionner son enfant à propos de l'école. Donc, j'en arrive là, à la fin de la présentation, donc à la partie où on va essayer de faire des liens entre ces résultats-là, les retombées que ça peut avoir, puis de proposer certaines pistes d'intervention qui pourraient intéresser les milieux. D'abord, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? J'ai 6 points là, que j'ai dans le fond, ressortis là, de tout ça. D'abord, le soutien à l'autonomie, c'est la seule variable qui va vraiment indirectement se rendre jusqu'aux indicateurs de persévérance et réussite. Il y avait quelques autres liens entre les facteurs perçus et la motivation, mais ça ne se rendait pas jusqu'aux indicateurs de persévérance et réussite mesurés. C'est donc le soutien à l'autonomie, ça semble vraiment être une variable qui est importante, en particulier vers la fin du secondaire. Une des façons de promouvoir l'engagement, c'est vraiment à travers ces pratiques-là de soutien à l'autonomie qu'on peut toujours mettre en opposition avec les pratiques de contrôle. Donc, c'est un peu ça l'idée. C'est intéressant aussi d'observer que l'implication parentale directe qui a été mesurée là, par l'engagement parental au quotidien dans le suivi scolaire, ça a un lien non significatif avec les indicateurs de motivation
et de rendement et aspiration scolaire et professionnelle. Donc, ça vient quand même un peu confirmer l'a priori qu'on avait que possiblement que les parents, dans les premières années de la scolarité, leur rôle, dans le fond, est prédominant autant dans l'indirect, mais aussi dans le suivi scolaire direct, puis qu'à la fin du secondaire, dans l'ensemble, si on avait à généraliser, c'est possiblement le moins important. L'implication peut quand même devenir quelque chose de pernicieux dans la mesure où lorsque c'est perçu comme de la pression parentale, ça va être associé à de l'anxiété de performance. Donc, il faut quand même le retenir qu'effectivement, trop s'impliquer et surtout lorsque c'est mal perçu, lorsque c'est perçu comme de la pression, ça joue négativement sur le bien-être des jeunes. Il y a toujours tout de même cette association positive entre les aspirations ou les attentes élevées et les aspirations scolaires des jeunes. Donc, ça ne veut pas dire que d'être très présent puis d'avoir des attentes élevées, ce n'est pas ça en soi qui génère de la pression. Il y a l'air d'avoir quand même une belle distinction à faire entre les deux. Puis c'est là-dessus qu'on va, je pense, pouvoir tabler comme intervenant et comme parent. Dans les facteurs d'implication qui sont rapportés par les parents, c'est intéressant quand même d'observer qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont liés aux perceptions des élèves. Donc, c'est un premier constat qu'on peut faire. C'est que les croyances des parents vont, le senti des parents va se refléter chez les élèves. Et que ça va généralement être un point positif, sauf pour la communication. Le fait de communiquer, ça peut être un facilitateur, mais ça peut être aussi un obstacle dans la mesure où c'est aussi associé négativement au soutien à l'autonomie. Donc, finalement, oui, il faut parler beaucoup à son jeune, mais pas trop, parce qu'il risque d'être perçu, les parents risquent d'être perçus comme étant invasifs. Les pistes d'intervention maintenant. Je commence avec les parents. Parce qu'évidemment, c'est un projet qui est vraiment qui porte sur le rôle des parents. Une première piste, je pense, qu'on peut proposer, c'est d'être sensible au fait que les pratiques de suivi direct ont une influence limitée. Donc, c'est normal que vers la fin du secondaire, les parents se disent ouais, OK, peut-être que là, ce n'est pas le moment de m'asseoir avec mon jeune jour après jour pour vraiment leur offrir un suivi. Ce n'est pas de cet ordre-là, dans le fond, quand on dit qu'il faut être toujours impliqué puis dans la vie du jeune. Si le jeune ne le demande pas, dans le fond, ce que nos données montrent, c'est que finalement, ce n'est pas un prédicteur qui est significatif ni de la motivation, ni du rendement ou des aspirations scolaires et professionnelles. Par contre, il faudrait tenter de systématiser l'implication à travers des pratiques plus informelles. Donc, garder en tête finalement que le fait de donner des conseils, d'être ouvert à la discussion qui arrive toujours, en tout cas, souvent ce qu'on voit, c'est que ça arrive à des moments qui ne sont pas du tout planifiés, là. Donc, ce n'est pas de se dire, là, on va s'asseoir puis on va en discuter maintenant, mais ça arrive à différents moments, des fois, un lift qu'on donne à son enfant ou on est en train de souper, puis là, l'enfant va parler de certaines préoccupations. Il faut comme être, dans le fond, à l'affût de ces moments-là parce que finalement, cette implication-là peut avoir un rôle vraiment déterminant là, dans les choix, dans la motivation, puis même dans le rendement. C'est important de aussi distinguer les pratiques de soutien à l'autonomie, des pratiques qui vont susciter du contrôle et éventuellement qui pourraient générer de la pression parentale. Une façon assez simple, c'est de poser la question à son jeune, là. Et justement, est-ce que c'est trop mettre de pression? Tu sais, je fais ça pour aider, mais est-ce que là, ça aide ou c'est trop, tu sais, finalement? Parce que finalement, ce qu'on observe, c'est que possiblement que la contrainte suscite de la pression, puis ça, c'est contre-productif. Ensuite, on a quand même observé là, que les connaissances puis les savoirs des parents, ça pouvait être perçu comme étant un facilitateur. Donc, il faudrait demander l'accès aux savoirs qui sont enseignés puis aux stratégies pédagogiques utilisées. Pas tant que ça se répercute nécessairement dans le moyen et le long terme sur la motivation et le rendement, mais on observe que ça peut être perçu comme un facilitateur pour le parent. Donc, pour accroître ça, ça serait de demander l'accès à ces éléments-là. Pour les enseignants maintenant, je pense que les données montrent quand même que les parents ont un rôle important, même chez les élèves plus vieux. Donc, déjà, de reconnaître cet élément-là, je pense que ça peut être important là, pour le corps enseignant pour que justement, dès les premières rencontres avec les parents, ils sollicitent leur collaboration de façon plus systématique.
même s'ils sont en secondaire 4 ou secondaire 5. Une piste aussi, ça pourrait être de fournir des exemples de l'implication parentale pour assurer le suivi informel. Justement, en expliquant aux parents, en le systématisant dans les présentations qui sont faites, notamment dans les premières rencontres avec les parents, de parler de ces exemples-là, d'expliquer que les ressources qui sont disponibles, d'avoir un coin systématique qui est toujours là, d'avoir mais tous ces accès-là, en fait, qu'on peut donner, puis de aussi communiquer généralement avec le jeune, ça fait partie du suivi auquel on peut s'attendre du parent. À nouveau, distinguer avec les parents les pratiques de soutien à l'autonomie, des pratiques contrôlantes, puis les sensibiliser au fait que la pression parentale peut être contre-productive finalement. Donc, ça peut être aussi un discours qu'on tient en leur donnant des exemples de façon de faire ça. Pour les gestionnaires et décideurs, je pense qu'un des éléments qui ressort, c'est qu'il faudrait systématiser ou favoriser l'implication des parents, même avec les plus vieux. Une des façons de parvenir à cette fin-là, c'est de prévoir des cibles et des indicateurs qui sont vraiment précis pour juger de la qualité de la collaboration avec les parents. Parce que là, c'est bien beau de le dire, mais ensuite, il faudrait comme développer ces indicateurs-là, se doter de cibles à atteindre pour qu'on puisse dire au milieu, ben OK, qu'est-ce qui fait là, qu'on peut dire, ben là, les parents sentent qu'ils n'ont pas suffisamment ou OK, là, on est en train vraiment de promouvoir cette collaboration-là avec eux, même auprès d'élèves plus vieux. Un autre élément qu'on pourrait faire, c'est d'encourager les milieux à documenter les initiatives pour promouvoir cette implication-là, parce qu'il y a quand même des initiatives qui sont faites dans les milieux, puis qui pourraient être justement là, un peu plus pérennisées en se dotant possiblement de documents de référence. Quand je parlais aussi des cibles, je sais que dans la politique de réussite éducative, il y a une grande section qui est sur la collaboration avec l'école, le parent puis la communauté. Non, c'est l'école, la famille et la communauté, dis-je bien, mais il y a relativement peu d'éléments en lien spécifiquement avec l'implication du parent. Donc, on pourrait possiblement gonfler cette section-là puis se doter d'indicateurs puis de cibles. Ça clôt ma présentation. Donc, j'espère que je n'ai pas dépassé le temps trop. Non, tout va bien. Merci beaucoup. Alors, on a eu des petits moments des petites coupes au niveau du son. Oui, mais en fait, très court. Il y avait à la diapo 20 notamment qui était un petit peu plus longue au niveau de la fréquence d'aide aux devoirs. Fait que moi, en fait, j'invite dès maintenant les personnes inscrites, là, les participants et participantes à transmettre leurs questions. Puis si en lien avec ces diapos, vous voulez des précisions, c'est le moment aussi, pourquoi pas, d'y revenir. Alors, merci beaucoup, Isabelle Plante. Là, je vois que les questions, en tout cas, je n'en vois pas d'affichées de mon côté. Par contre, moi, j'avais une petite question au niveau pas de la météo, mais en fait, on parle beaucoup du secondaire 5. Est-ce que vous avez mentionné le secondaire 4? Est-ce que vous avez aussi dans ces élèves et parents regardé du côté du secondaire 5, secondaire 4 en même temps? Parce que en termes d'anxiété de performance, ma question, c'est est-ce que c'est plus intense en secondaire 4 puisque c'est le moment où livrent les notes pour l'accès les admissions au cégep? Puis d'un autre côté, est-ce que l'implication des parents peut diminuer rendu au secondaire 5 versus ce qui a pu être fait en secondaire 4? Si c'est pas... Oui, c'est ça, c'est une bonne question. En fait, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment, ce qu'on voulait cibler, c'est la période juste avant la transition vers le collégial ou autre. Donc, on voulait vraiment se centrer sur les élèves de secondaire 5 en allant quand même chercher leur rendement antérieur, donc en secondaire 4, cette fameuse année là, où toutes ces décisions-là se prennent beaucoup. Maintenant, on n'avait pas le plan d'aller mesurer ça. C'est vrai que possiblement que l'implication du parent à des périodes charnières, là, comme on pense à 5e primaire puis 4e secondaire, ça pourrait être différent, mais on avait quand même cette impression que vers la fin du secondaire, on était comme qu'il y avait comme un point de coupure là, à partir de secondaire 4, secondaire 5, on avait l'impression que ça serait assez représentatif. Mais
effectivement, ça prendrait d'autres données là, pour... Non, c'est ça, je posais la question, disons, peut-être comme parent. Anciens parents d'élèves au secondaire. C'est déjà du passé en ce qui me concerne. Est-ce qu'on a des questions? Allez-y, c'est le moment parce qu'après, on s'en va vers une seconde présentation. Donc, j'invite vraiment les participants et participantes à soumettre leurs questions dans la section discussion. Caroline Bélanger, est-ce que vous voyez des questions que moi, je ne pourrais pas lire en ce moment dans Non, cette il n'y a section, non? pas de questions. Est-ce que vous avez, vous, à soumettre une question? Oui, moi, j'en aurais. J'en aurais une, en fait, ben, quelques-unes. Merci d'abord pour votre présentation, puis de vraiment remettre en lumière, en fait, le rôle des parents dans le parcours du jeune. Effectivement, on le voit plus chez les tout-petits, mais il ne faut pas l'oublier, effectivement, chez les adolescents. Deux choses, si vous avez, tantôt, vous avez parlé d'initiatives dans les milieux qui seraient à mettre davantage en lumière et tout. Est-ce que vous avez des exemples comme ça que vous avez pu voir dans le milieu? Puis sinon aussi, qu'on parle de partenariat école-famille, communauté, comment tout ça peut s'arrimer? Là, je sais que vous disiez de mettre plus d'emphase sur le rôle des parents dans le fond, dans ces guides-là, d'avoir des indicateurs. Mais je voudrais vous entendre davantage là-dessus, comment qu'on peut vraiment bien arrimer le rôle à la fois de la communauté, des parents, de la famille, des enseignants là-dedans, comment que ça peut s'inscrire un peu plus largement. Donc, c'est très large comme question, mais voilà, je vous écoute. Oui, ce sont de bonnes questions. Bon, là, la première, c'était, parce que là, j'ai la dernière en tête, les initiatives. C'est les initiatives, oui, Ouais, dans les c'est ça. milieux. En fait, c'est pas qu'on les a pas documentées empiriquement comme pour faire la recherche, là, mais on s'est bien rendu compte en se promenant dans les milieux qu'il y avait certains milieux où les parents étaient plus présents que dans d'autres. Donc là, on voyait bien qu'il y avait comme, il y avait certaines initiatives possiblement qu'on pourrait partager. Puis, je parlerais de l'ordre de presque de la culture des milieux. Il y a des milieux où on voit que c'est dans la culture d'impliquer davantage les parents, puis d'autres non. Et ça, on s'est dit, ouais, peut-être que pour les milieux qui se disent, parce qu'en fait, l'autre élément qui ressort, c'est que les milieux, en absolu, lorsqu'on leur demande, est-ce que vous pensez que la collaboration avec les parents, c'est un élément positif? Il n'y a pas personne qui nous dit non, là. Fait que tout le monde se dit, dans le fond, intéressé à promouvoir la collaboration avec la famille puis les parents, mais concrètement, c'est pas toujours ça qui se passe. Fait que là, on voyait bien qu'il y avait comme il y aurait des éléments possiblement qu'on pourrait faire pour promouvoir cette collaboration-là. Donc, c'est de là d'où vient comme cette idée-là de dire, ben, est-ce qu'on ne pourrait pas minimalement prendre ces éléments-là puis les diffuser davantage? Est-ce qu'il pourrait y avoir une façon de faire ça, de consigner tout ça? Puis là, je n'ai pas de moyens très, très clairs en tête, mais c'est là d'où vient en fait là, cette idée-là. Qu'est-ce que c'était votre prochaine? Il y avait une deuxième question. Oui, ben, je parlais vraiment de comment arrimer, en fait, pour l'école famille communauté. Autant vous n'avez quand même parlé là, des pistes, dans le fond, autant pour les enseignants que pour les parents, mais comment vraiment bien faire parler ça ensemble, en fait, pour tout le monde. Bien, effectivement, là, je veux dire, c'est pas facile, là, en fait, là, de se doter de ces cibles-là, mais en fait, moi, c'est en relisant la politique éducative que je trouvais que tout ça était comme très théorique. En fait, j'avais l'impression qu'il manquait de cibles à atteindre. Parce que plus il y a de cibles concrètes qui sont précisées, plus ça va être facile de se dire, bon, bien, déjà, on peut mesurer où est-ce qu'on en est présentement, puis où on s'en va ensuite. Je ne sais pas, moi, le nombre de fois que les parents vont aller dans les écoles, ne serait-ce que de mettre le pied dans l'école, ça fait partie des éléments. On pourrait se dire, bon, OK, est-ce que les élèves, les parents qui sentent qu'ils auraient besoin d'y aller se sentent les bienvenus? Je me disais, est-ce qu'il y aurait moyen de se doter d'instruments aussi là, pour mesurer des indicateurs comme ceux-là? Possiblement que là, ça pourrait nous aider, là. Parfait, merci. Il n'y a toujours pas de questions, Geneviève, autre dans le fait de... Je voudrais me permettre, je pense qu'on a un petit souci sur le plan du paramétrage du Zoom. Alors, je vous informe qu'on est une nouvelle équipe qui avons mis en place l'activité aujourd'hui. Alors, on examine cela en ce moment. Isabelle Archambault, qui est avec nous, a une question. Je vais l'inviter à ouvrir caméra et micro.
Oui, en fait, merci Isabelle, là, c'était vraiment intéressant la présentation. En fait, moi, je me demandais, c'est souvent des analyses qu'on fait un petit peu après, mais je serais curieuse de voir si dans vos résultats, vous aviez, parmi les parents qui ont répondu, si vous aviez des profils un peu diversifiés de parents. Puis ça pourrait potentiellement, je présume que vous n'avez peut-être pas eu le temps de le regarder encore, là, mais est-ce que ça pourrait potentiellement jouer un rôle aussi dans la capacité? Tu as mis beaucoup de l'avant le soutien à l'autonomie, etc., mais j'imagine que ce soit dans vos résultats ou même dans la littérature en général, il y a potentiellement des différences selon le profil socio-économique ou même le profil migratoire ou la scolarisation des parents. Fait que je me demande si c'est des éléments qui pourraient potentiellement jouer en fait dans la réflexion. Oui. Bien, pour le profil migratoire, ça faisait partie initialement là, de nos objectifs. Il n'y a pas de différence dans le modèle général. Fait que, je le mentionne tout de suite, j'en ai pas parlé là, par souci de temps. Là, puis donc j'ai évacué cette petite section-là. Pour les profils, en fait, c'est la thèse de Giovanna Chacon. Fait que c'est une bonne idée, hein? Et effectivement, on est en train de tout documenter ça, les différents profils. Puis effectivement, il y a différents profils d'implication des parents, dont ceux qui sont impliqués dans l'ensemble des sphères. Il y en a qui sont plus dans le soutien formel, il y en a qui c'est plus modéré. Puis ce qu'on observe, c'est, mettons, en quelques lignes, ce n'est pas les parents qui sont engagés dans tout, qui procurent les meilleurs indicateurs de motivation et de réussite. C'est beaucoup plus, dans le fond, contrasté que ça. On s'en doute, là, c'est au secondaire, à la fin du secondaire. Donc, ce n'est pas la quantité qui compte. C'est beaucoup plus subtil que ça. Puis, il y a comme plus qu'un profil aussi qu'on peut dire qui est positif. Et ça aussi, c'est intéressant. Mais oui, ça, c'est sa thèse. Ce n'est pas en fonction, par contre, des indicateurs des parents eux-mêmes. C'est-à-dire que là, on avait des diades de parents, enfants, 170, alors qu'on a les 1200 quelques élèves qui ont répondu, qui rapportaient leur propre perception. C'est en fonction des perceptions des jeunes. Mais oui, c'est effectivement, là, on est allé voir ça, puis il y a l'air d'avoir de quoi de super intéressant, là, effectivement, là, qui ressort. C'est pas tout à fait linéaire non plus. C'est ça aussi que ça nous montre. Là. Merci. Vraiment, ça va être intéressant aussi, ces résultats-là. Oui. Je me permettrais, Geneviève, en fait, c'est ça, il y a un problème sur le chat là, sur Zoom, mais moi, j'ai des collègues au ministère qui sont là, puis j'ai des questions, donc je vais les relayer. J'ai ma collègue Martine qui serait intéressée de vous entendre sur comment on peut monter une grille avec les indicateurs dont vous faisiez mention tout à l'heure pour juger de la qualité de la collaboration des parents, mais sans qu'ils se sentent jugés. C'est quand même délicat, dans le fond. Donc, auriez-vous des conseils à ce sujet-là? Sans qu'ils se sentent jugés, vous voulez dire les parents ou les enseignants? Oui. Les parents. Je crois que la question, c'était pour les parents. Dans le fond, c'est quand même délicat un peu de construire un indicateur de la qualité de la collaboration. Disons, le parent pourrait se sentir interpellé si, par exemple, je ne dis pas qu'on va transmettre cet indicateur-là nécessairement, mais ça peut être délicat d'impliquer le parent, mais pas qu'il se sente confronté, disons. Je pense que la première étape, c'est comme de reconnaître ça, là, que je veux dire, il y a quand même pas mal de recherches qui est faite auprès d'adolescents plus vieux dans lequel, mettons, on va un peu par la bande aller questionner le parent. Puis souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on va parler, là, le parent, l'implication, elle diminue. C'est aussi souvent parce que la relation est complexe. Puis on veut maintenir une bonne relation avec son jeune. Ça, il faut comme évidemment garder ça en tête. C'est sûr que l'idée, ce n'est pas de justement nous-mêmes mettre une pression sur le parent. Donc, ce n'est pas ce qu'on voudrait. Là. Ça serait plus, je pense, de voir qu'est-ce qu'ils aimeraient, leurs souhaits, puis est-ce qu'on répond à ça? Parce que je pense que là, c'est des discussions des fois qu'on a entre chercheurs, là, mais on se rend compte que parfois, on souhaiterait, mais le milieu ne nous donne pas cet accès-là pour plein de raisons. Là. Ça peut être des enjeux de sécurité, là, par exemple. On va dire le parent ne sera pas bienvenu sur le milieu, sur le lieu physique, parce que pour ces raisons-là. Fait que déjà de mesurer cette espèce de satisfaction-là, ça serait déjà un bon début. Fait que là, ce n'est pas de dire aux parents voici ce qu'il faudrait. C'est plus de dire est-ce que vous sentez que vous avez ça et si vous souhaitez l'avoir, est-ce que vous y avez accès? Je pense au savoir enseigné au secondaire en particulier. Un des éléments
il y a évidemment la relation avec le jeune qui peut être complexe, qui fait que le parent va choisir à un moment donné, ce n'est pas ma bataille. Je dis, moi, je vais essayer de maintenir ma relation avec mon enfant, puis ça va primer là, sur le fait que j'y offre ce petit élément-là. Mais au-delà de ça, j'ai perdu mon idée, là, je voulais dire que... Ah non, j'ai perdu mon idée. Je voulais dire que c'est ça, au-delà de ça. Ah, les savoirs enseignés. Les savoirs enseignés sont complexes à la fin du secondaire. Puis un des éléments, c'est que le parent se sent dépassé. Donc là, comment on fait pour donner ce soutien-là aux parents qui se sentent dépassés? Bien, minimalement, il faut donner accès. Ça, c'est des choses que moi, je donne des cours de gestion de classe, c'est des choses que j'enseigne aux futurs enseignants à donner systématiquement. Ça fait partie des éléments qu'on devrait offrir aux parents pour favoriser une bonne coopération et une bonne collaboration avec eux. Il faut leur donner accès au matériel, leur parler des stratégies pédagogiques. Parce que si on veut que l'élève puisse avoir ce soutien-là supplémentaire de la part du parent, il ne faut pas assumer que le parent, c'est comment. Les méthodes changent, ça évolue. Donc, ça peut être un autre élément. Ce n'est pas tous les parents qui veulent y avoir accès, mais quand le parent veut y avoir accès, c'est souvent complexe de rejoindre l'enseignant. Fait que, c'est de poser ce type de questions-là. Parfait, merci. Effectivement, là, ça semble le régler dans le chat. Donc, on a des questions qui rentrent. C'était clairement un problème parce que c'était surprenant, effectivement, qu'il n'y avait pas de questions. Donc, j'ai ma collègue ici, Geneviève Dupré, qui se demande en termes d'indicateurs de réussite, puisqu'on est dans le sujet, avez-vous tenu compte des élèves qui poursuivaient leurs études à la formation professionnelle, par exemple? Pas dans ce projet-là, non. On n'est pas dans le... Là, on a pris des élèves des milieux scolaires qui offrent la formation générale des jeunes. Mais... Effectivement, c'est une question à un moment donné, là, donc, c'est comme si ça nous a contraints à ça. Mais effectivement, c'est certain qu'il va falloir éventuellement aller voir jusqu'à quel point ça se transfère dans les milieux de formation professionnelle. Je peux vous reprendre, Isabelle Plante, le début de votre réponse, ça coupe, oui. Oui, juste voir si c'est revenu. Est-ce que c'est revenu? Oui, ça va, là? Oui, d'accord. Alors, je disais que non, oui. Je disais que comme dans le fond, on voulait des élèves avec des séquences enrichies en mathématiques, une partie d'entre eux, c'est comme si ça nous a contraints à cibler les milieux de la formation générale des jeunes. Donc, non, on n'a pas d'élèves de la formation professionnelle, ni aux adultes, par exemple. Mais bonne... Parfait. Geneviève, je vois qu'il est 59. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Ou... Il y a une question de Marianne Bissonnette là, qui n'avait pas été soumise. Des pistes d'intervention potentielles pour les organismes communautaires, oui. Donc, si vous voulez, on va prendre le temps. Si vous avez des pistes d'intervention potentielles pour les organismes communautaires qui œuvrent dans le milieu de la réussite scolaire, en fait. Oui, là, je suis beaucoup moins familière avec ces différents organismes-là. Donc là, je n'aurais pas comme ça là, à brûle pour point. Je n'aurais pas d'idée comme spécifique là, en lien avec ça, là, comment promouvoir ça. Mais autre que de dire que je sais à quel point il y a de la recherche qui montre que toute cette arrimage-là, puis toute cette cohérence-là est absolument bénéfique, là. Puis plus on peut le faire, plus on peut documenter ça, puis assurer un suivi plus serré, mieux c'est. Mais je n'aurais pas de piste là, comme surtout à la fin du secondaire. Là. Mais définitivement, ça pique ma curiosité. Je vais essayer de proposer certaines pistes en lien avec ça. Parfait, merci beaucoup. On va y aller avec une autre question, si ce n'est pas deux, parce que on ne veut pas pénaliser nos participantes.
Parfait. Donc, je vais y aller. Là. Il y a Anouk Savard qui se demandait, il serait intéressant, en fait, d'aller chercher les données sur les aspirations des élèves et l'implication des parents en deuxième et troisième secondaire, soit avant de suivre les parcours là, enrichis en sciences et en mathématiques. Donc, ça, c'est plus un commentaire. Est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter là-dessus? Mais je n'ai pas ces données-là dans le présent projet. Là, on était vraiment... on voulait comme cibler la fin du parcours pour voir là, comment ça pouvait prédire cette transition-là scolaire qui est un peu moins étudiée. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. Là. Parfait. Donc, il y a Liliane aussi, sinon, qui se demande quelle est la provenance du public cible de votre recherche. Le besoin peut-il différer d'une région à l'autre selon les services offerts par le milieu scolaire ou même communautaire? Oui, en fait, nous, on a des gens, je dirais, banlieues et urbains. C'est assez diversifié, des milieux publics, des milieux privés, mais on n'est pas allé vraiment dans des régions très, très éloignées, comme je l'ai fait dans le passé dans d'autres de mes projets. C'est certain que les données sont toujours généralisables à la population qu'on a, dans le fond, à notre échantillon. Donc, c'est probablement plus représentatif ou certainement plus représentatif de milieux qui sont plus urbains. L'autre question, l'autre élément qu'il faut quand même considérer, c'est que nous, on voulait voir s'il y avait des différences selon le parcours migratoire et compagnie. Donc, on voulait avoir une population qui était plus hétérogène sur le plan là, de migration, de la récence ou non de ce portrait-là. Donc, ça aussi, ça a justifié notre choix d'être plus dans des régions urbaines. Donc, c'est certain là, que ça limite la généralisabilité. Là. Une dernière question, Caroline, peut-être de Nathalie Danfous, oui. Oui, Nathalie Danfous qui nous parle que concernant le lien entre le nombre d'élèves élevés qui suivent des parcours enrichis en mathématiques au secondaire, mais qui ne poursuivent pas un parcours en sciences, comme vous l'avez dit tantôt, par la suite, y a-t-il des données concernant la pression parentale auprès des jeunes du secondaire? Bien, des données sur la pression des parents, je veux dire, il y en a en soi là, qui montrent justement, là, on n'est pas surpris, là, par exemple, de voir que la pression, c'est un prédicteur négatif. Ensuite, je veux dire, ce qu'on observe finalement, c'est que bien souvent, ce qui va justifier le choix, ça va être une question de parcours antérieur uniquement fondé sur les notes. Et puis la plupart, c'est un peu ça qu'on constate, c'est qu'il y a une grande valorisation sociale associée au parcours en mathématiques et aux sciences. Là, tu sais, j'ai pas parlé du reste des données parce qu'un des commentaires qui m'avait été fait lors d'une des rencontres de suivi, je crois la première, c'était de dire, bien, on est intéressé par les mathématiques et sciences, mais on voudrait aussi voir le reste. Donc, nous, comme on allait dans les milieux scolaires, on a un échantillon qui nous permet aussi de comparer avec des élèves qui ne suivent pas ce parcours-là. Dans le fond, ce qu'on observe, c'est qu'il y a toute cette valorisation-là, puis ça va comme amener les jeunes-là, même s'ils n'ont pas vraiment d'intérêt pour ça, puis tout le rationnel derrière, c'est de dire je ne me fermerai pas de porte. Mais en contrepartie, ben, on valorise sans doute moins les autres matières. En valorisant de manière accrue les mathématiques et les sciences, on laisse tomber autre chose. Puis, moi, un des constats que j'ai fait, c'est que la qualité de la langue, c'est un élément qui est comme super important, qui est transversal, puis qui tend à être tellement sous-valorisé que finalement, les jeunes ne réussissent pas. Puis là, ben, ça finit par empiéter là, sur leur réussite dans les autres matières. Là. Ça, je dis ça, constat général en lien avec deux gros jeux de données, un transition primaire-secondaire, puis l'autre à la fin du parcours au secondaire. Donc, on voit bien là, cet élément-là qui semble être... C'est pour ça que si la question, c'est est-ce que c'est vraiment le choix des élèves, en quelque sorte, là, je veux dire, s'ils ne veulent vraiment pas puis qu'ils s'y opposent, je ne sais pas là, comment ça se passe, mais on voit bien que cette sélection-là est d'abord comme une question de rendement. Les élèves les plus forts vont dans ces séquences-là, que ça leur plaise ou non, presque. Là. On est moins centré finalement sur l'intérêt. Ce qui pourrait possiblement mieux soutenir leur motivation et réussite.
Merci beaucoup. On va mettre fin à cette période de questions. On a pris un petit peu de retard déjà. Je me demandais, Madame Plante, si vous acceptez, on pourrait récupérer les questions, donc le script de la rencontre, puis vous les transmettre à l'ancien suivi. Bien sûr. Si vous acceptez de le faire, voilà. Donc, avis aux personnes qui nous ont transmis leurs commentaires et questions. Merci infiniment à vous tous et toutes. Alors, merci encore une fois, Isabelle Plante. Nous allons maintenant aller du côté de la seconde présentation qui découle également d'un appel de proposition, toujours dans le cadre de ce programme sur la persévérance et la réussite scolaire du ministère de l'Éducation, cette fois lancé en 2020 et suite à la sélection, donc 13 projets en tout ont été sélectionnés là aussi, 7 projets de recherche, 5 projets de recherche-action, puis en fait, le projet de synthèse de connaissances que vous présente Isabelle Archambault, qui est également accompagnée de Christine Maltais, co-chercheuse à ce projet. Et donc, parmi les besoins de recherche identifiés dans cet appel, regroupés autour de 7 grands thèmes. La présentation qui suit répond à la thématique concernant la collaboration école, famille, communauté. On mentionne que bien que cette collaboration ait été documentée dans le passé, plusieurs aspects des relations parfois complexes entre les parents, les différents intervenants et intervenantes des milieux communautaires et les écoles, une analyse plus en profondeur s'avérait nécessaire. Alors, je me tourne de là vers Isabelle Archambault. Je vous invite à afficher votre présentation. Je poursuis la présentation. Vous êtes donc titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l'école, le bien-être et la réussite éducative des jeunes et également co-titulaire de la chaire Myriagon McConnell de l'Université de Montréal en mobilisation des connaissances jeunesse. Ancrés dans une perspective de justice sociale, vos travaux sont reconnus pour leur retombée sur le développement des meilleures pratiques permettant de soutenir les enfants avec des besoins particuliers, dont ceux de milieux défavorisés, issus de l'immigration ou présentant des problèmes de santé mentale. Alors, je présente également Christine Maltais, qui s'est jointe à nous, qui est au CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal et co-chercheuse donc au projet. Et depuis l'obtention de son doctorat en psychopédagogie, Mme Maltais travaille dans les directions de la recherche et de l'enseignement universitaire dans le réseau de la santé et des services sociaux. Elle a notamment été responsable scientifique de l'unité d'évaluation des modes d'intervention du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal, mais a récemment été promue au poste de coordonnatrice des affaires universitaires au CIS Laval. Donc, cette expérience lui a permis de développer non seulement une expertise en recherche et évaluation auprès des jeunes et des familles, mais aussi dans le transfert des connaissances au sein des milieux de pratique. Alors, la parole est à vous. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Donc, oui, mon nom est Isabelle Archambault. Ça me fait plaisir d'être avec vous ici aujourd'hui. Donc, je tiens à dire en fait que ce projet-là, au départ, c'est une idée de Christine Maltais qui m'accompagne aujourd'hui, qui va vous présenter les résultats. Donc, Christine ayant une très grande expérience de travail et de recherche auprès des jeunes en situation de placement, au départ, c'était vraiment son idée sur laquelle on a travaillé dans le cadre d'un appel qui visait justement à faire une synthèse des connaissances. Donc, contrairement au projet qui vous a été présenté précédemment par Isabelle Plante, nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de recenser, en fait, toutes les connaissances qui existaient à l'heure actuelle sur les pratiques de collaboration école, famille, communauté et qui visaient le rapprochement des parents avec l'école pour favoriser la réussite éducative des jeunes placés ou à risque de l'être. Donc, la présentation va aller comme suit. Là, on va vous présenter un petit peu les fondements du projet. On va y aller très léger au niveau de la méthodologie, surtout pour vous présenter les résultats, parce que le plus intéressant, c'est qu'est-ce que ça nous dit au niveau des interventions qui semblent avoir le plus d'efficacité, telles que documentées dans les écrits. Puis, on va vous présenter ensuite des recommandations et on va faire des nombreux remerciements pour les personnes qui ont participé
participer au projet. J'ai oublié de mentionner, et je vais me reprendre tout de suite, qu'il y a une étudiante qui est co-dirigée par Christine et moi, Julie Goulet, qui est présente dans la salle actuellement et qui est quelqu'un qui a énormément contribué aussi à l'étude. Donc, j'aimerais que l'on souligne sa participation. Donc, le projet est parti de 2 grands fondements. D'abord, c'est quand même assez documenté dans les écrits, même s'il y a du travail à faire encore à ce niveau-là, que les enfants qui sont suivis ou qui sont placés, en fait, par les services de protection de la jeunesse au Québec sont vraiment plus à risque au niveau scolaire. Il y a une étude récente qui a été faite auprès de ces jeunes-là qui dit que ces élèves-là il y a 17 de ces jeunes-là qui obtiennent un diplôme d'études secondaires, contrairement à 53 de jeunes de milieux défavorisés plus largement et à 75 des jeunes dans la population en général. Donc, c'est vraiment, vraiment un enjeu important, la scolarisation de ces jeunes-là. Puis on va voir tout à l'heure qu'ils sont quand même assez nombreux au Québec. Donc, il y a vraiment une réflexion à avoir par les systèmes de protection, oui, mais évidemment par le milieu scolaire également. D'où ce besoin aussi de développer des connaissances dans ce sens-là. En parallèle, il y a beaucoup de travaux qui montrent l'importance de la collaboration école, famille et communauté pour soutenir la réussite éducative des jeunes en général. Ça, les travaux dans ce domaine-là abondent, mais on sait que quand c'est le temps d'engager des parents et des familles où les enfants sont en situation de placement ou suivis par les services de protection de la jeunesse, il y a des défis supplémentaires associés à cela. Donc, de réfléchir à comment on peut favoriser, promouvoir l'engagement des parents, mais aussi de réfléchir à comment les intervenants scolaires et les intervenants des services sociaux peuvent aussi jouer un rôle à cet égard-là, parce que la collaboration école-famille, communauté, ce n'est pas unidirectionnel, c'est bidirectionnel. Donc, comment on fait pour réfléchir à ce niveau-là? C'est un autre élément important qui était à la base du projet. Et autre aspect, bien évidemment, pour plein de raisons, les milieux scolaires puis les services de protection, c'est des organisations complexes qui ne travaillent pas nécessairement toujours en collaboration étroite. Et ce travail, des fois, en silo-là, peut faire en sorte que peut-être que ces jeunes-là, c'est plus difficile d'assurer une certaine forme de suivi. Donc, sur la base de ces réflexions-là, on a voulu proposer le projet. Tout à l'heure, on disait qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient en situation de placement au Québec. En 2020-2021, c'était 40 000 jeunes. Et juste pour vous donner une idée, 2 ans avant, c'était 24 000 jeunes qui étaient pris en charge par la Direction de la protection de la jeunesse. Donc, dans les dernières années, ça a vraiment explosé. C'est beaucoup, 40 000 jeunes, et parmi ces jeunes-là, 45 qui font l'objet d'une mesure de placement, donc 20 000 jeunes qui font l'objet d'une mesure de placement. Ça veut dire qu'on retrouve ces jeunes-là dans les écoles et qu'il y a vraiment une réflexion à avoir pour mieux les soutenir. Parmi ces jeunes-là, la majorité qui font l'objet d'une mesure de placement, c'est en famille d'accueil. Mais il y a des cas où les jeunes ont des difficultés plus importantes, où ils peuvent être placés à ce moment-là dans des centres de réadaptation, donc dans les centres jeunesse. Souvent, ce sont des mesures temporaires, donc qui visent un peu à aider le parent là, à se reconstruire un peu, puis à voir comment il peut offrir un environnement familial adéquat et sécuritaire pour son enfant, parce que, bon, dans la plupart des cas de placement, c'est parce qu'il y a des problèmes au niveau de la relation parent-enfant. Des fois, c'est des situations d'abus, de négligence, de maltraitance, etc. Mais donc, souvent, les situations de placement sont temporaires, même s'il y a évidemment des jeunes qui sont placés de manière plus longue. Donc, l'importance de la collaboration école-famille-communauté, évidemment, dans la recherche en général, c'est bien démontré que ça avait un impact important pour le rendement scolaire, pour favoriser le bien-être des jeunes, leur engagement, pour soutenir le développement de leurs habiletés, pour favoriser aussi leurs aspirations scolaires. Mais c'est sûr que quand on s'intéresse aux jeunes en situation de placement, on travaille avec 2 univers, c'est-à-dire l'école, qui a un mandat qui est spécifique, et les services de protection qui, eux aussi, ont un mandat qui leur est spécifique. Donc, l'école, dans le travail avec les parents, son rôle, c'est
souhaiter d'encourager le pouvoir d'agir des parents dans la vie scolaire, alors que les services de protection, dans leur travail avec les parents, ils veulent surtout promouvoir l'engagement des parents comme une figure de sécurité auprès de leurs enfants. Ce n'est pas nécessairement des missions qui sont incompatibles, mais ça reste quand même qu'on n'a pas nécessairement toujours les mêmes objectifs. Donc, ça peut aussi avoir des répercussions dans la communication puis le partenariat qui se fait entre ces deux organisations. Quand on s'intéresse au rapprochement des parents avec l'école, il y a différentes interventions, en fait, qui ont été documentées. Puis parmi ces interventions-là, les approches souvent qui sont préconisées, on parle souvent de comment on peut favoriser le développement des habiletés parentales, le développement des compétences des parents à s'impliquer dans la scolarisation des enfants. On parle aussi de comment on peut favoriser la communication école-famille, et je dirais même école-famille-communauté, mais toujours en gardant l'idée que c'est bidirectionnel et que ce n'est pas non plus juste de voir comment les parents peuvent s'impliquer à l'école, mais comment l'école peut aussi s'impliquer auprès des parents puis susciter l'implication parentale. Comment on peut favoriser aussi la participation des parents aux activités de l'école, comment on peut les soutenir dans l'accompagnement de leurs enfants dans les apprentissages à la maison, comment on peut aussi favoriser leur leadership et leur participation à la prise de décision concernant leurs enfants, par exemple quand il y a des plans d'intervention ou quand il y a leur participation dans des instances scolaires. Et finalement, comment les parents peuvent aussi participer dans des activités qui ne sont pas nécessairement à l'école, mais qui se déroulent dans la communauté et qui sont axées sur les apprentissages et l'éducation, donc dans des activités qui sont proposées, par exemple, dans des organismes communautaires, dans les bibliothèques, etc. Mais évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'engagement des parents dans les services sociaux, oui, ça représente un défi pour l'intervention, du fait que, dans certains cas, le fait que les enfants soient placés, c'est pas nécessairement ça ne se fait pas nécessairement toujours de façon très facile et fluide pour certaines familles. Donc, ça peut faire en sorte que certains parents trouvent ça difficile et que ça crée des difficultés dans la collaboration. Il peut y avoir des divergences d'opinion entre le point de vue des parents et le point de vue des intervenants, que ce soit les intervenants scolaires, mais aussi les intervenants en protection. Il ne faut pas oublier que les enfants qui font l'objet de placement sont souvent des enfants qui viennent de familles où les parents vivent des stress vraiment importants. Souvent, ils vivent dans des situations de précarité, ils ont beaucoup d'enjeux et de problèmes personnels eux-mêmes, des problèmes de santé mentale souvent. Donc, ça s'inscrit vraiment dans tout ce contexte-là. Donc, il faut vraiment tenir compte si on veut bien comprendre puis accompagner les parents, donc de bien comprendre qui sont ces parents-là, sans vouloir généraliser évidemment, et voir un peu comment on peut mieux les accompagner. Et parmi les interventions qui se sont intéressées à l'engagement des parents plus dans les services sociaux, souvent on réfléchit, il y a deux grandes dimensions, donc on réfléchit vraiment au pouvoir agir des parents, donc quelles sont les actions qu'ils font pour s'impliquer dans les services, puis quelles sont leurs motivations aussi à s'impliquer dans ces services-là. Comme je le disais tout à l'heure, dans certains cas, la motivation est un petit peu plus faible. Donc, cette étude-là, en fait, visait vraiment à voir quelles sont les interventions école, famille, communauté pour favoriser la réussite éducative des jeunes placés, puis comment améliorer ces collaborations-là, tout en s'arrimant aux besoins des enfants. Donc, on avait 3 objectifs. Le premier objectif, c'était vraiment de faire une synthèse des connaissances, donc de vraiment voir ce qui était dans les écrits scientifiques actuels pour voir qu'est-ce qui existait comme intervention. Ensuite, de voir c'était quoi les caractéristiques de ces interventions-là, les buts, objectifs, le type de collaboration école-famille-communauté qui propose, les formes de rapprochement parents-école qui propose également, dans quel moment ça se passe dans la scolarisation, en préparation scolaire, au primaire, au secondaire, etc. Le type de placement, donc est-ce que c'était des placements en centre de réadaptation ou en milieu familial, et le genre des élèves. Et finalement, pour pouvoir un peu s'assurer que les résultats étaient incarnés, pouvaient être réfléchis en contexte québécois, on a présenté ces résultats-là à un panel d'experts qui était composé de personnes du milieu scolaire et d'intervenants de la direction de la protection de la jeunesse pour essayer de voir un peu si les réflexions qui émanaient
de notre synthèse faisait sens et qu'il y avait des éléments de contexte à ajouter pour nous aider à construire nos recommandations. Donc, je vais laisser la parole maintenant à ma collègue Christine qui va vous présenter la suite. Merci Isabelle. Exactement. Donc, pour répondre aux questions de recherche qui viennent d'être aux questions, mais aussi atteindre les objectifs de recherche qui ont été présentés, on a mené une méthode de revue systématique. Je n'irai pas trop dans les détails, mais ce qui est important de retenir, c'est que c'est une méthode qui nous permet d'inclure et d'aller chercher l'ensemble des études qui répondent à certains critères. Donc, les études ici qu'on a incluses pour faire notre synthèse de connaissances, c'était toutes des études qui avaient été menées auprès de jeunes qui étaient en situation de placement, que ce soit des jeunes en famille d'accueil ou encore en centre de réadaptation. Et c'était des études qui étaient menées auprès d'enfants d'âge préscolaire, mais vraiment 3-5 ans, ou encore du primaire et du secondaire. C'était aussi des études qui visaient une intervention, portaient vraiment sur une intervention qui visait la réussite éducative de l'enfant et qui impliquait au moins une forme de rapprochement parental de l'école. C'était aussi des études qui évaluaient l'effet potentiel de l'intervention évaluée, soit sur le parent ou le jeune. Et les études qu'on a retenues devaient inclure au moins une mesure de réussite scolaire en fonction d'une méthode de comparaison, soit pré-post-intervention ou encore une mesure en comparaison avec un groupe témoin. Donc, au total, Isabelle, je ne sais pas si tu peux changer les diapositives parce que moi, je ne pourrais pas les changer. Exactement. Donc, pour répondre à l'objectif 1, donc Isabelle a présenté précédemment, c'est-à-dire de vraiment faire un état des connaissances des études qu'on a retenues. Oui, il faudrait passer à la prochaine. Au total, donc, c'est important de dire que la revue systématique nous a permis d'identifier 31 études d'intervention école, famille, communauté qui répondaient aux critères d'inclusion que je viens de proposer. Sauf que quand on regardait l'ensemble des études qu'on avait inclus, les résultats d'efficacité étaient extrêmement hétérogènes, comme l'ensemble des caractéristiques des études également. C'est-à-dire que juste... les gens disent qu'ils ne t'entendent pas très bien. Je ne sais pas si tu n'as pas un micro pas loin. As-tu un micro pas loin? On me dit que ton son n'est pas très bon. Je ne sais pas si c'est là-dessus. Je vais essayer de me rapprocher. Si je me rapproche plus près comme ça, est-ce que ça va mieux? Peut-être un peu, mais si toi, tu baissais ton propre son, peut-être que ça aussi, parce que des fois, c'est ça qui fait de la résonance un peu, comme ça. C'est mieux? Vas-y, comme ça, on va essayer. Là. Si tu n'as pas de micro proche, on va y aller comme ça. Oui. Mon Dieu, je suis désolée. Si jamais c'est vraiment trop dérangeant, je vais essayer de poursuivre. Comme ça, là, je pense. Vas-y. OK, merci. Donc, je disais que les études, les résultats d'efficacité, mais aussi les caractéristiques des études qu'on avait inclus, il y avait quand même beaucoup de caractéristiques différentes. Donc, on parle d'hétérogénéité des études. Donc, juste en regardant les effets, les mesures qui étaient utilisées pour mesurer les effets des interventions, on pouvait déjà les catégoriser en trois classes. Dans le fond, c'est qu'il y avait des études qui mesuraient l'effet des interventions sur des mesures de rendement scolaire, d'autres qui mesuraient l'efficacité des interventions sur des mesures d'expérience scolaire de l'enfant et d'autres aussi qui mesuraient l'effet sur la persévérance scolaire. Donc, juste regarder ça, c'était extrêmement important. Puis, puis aussi pour chacun des effets des interventions, on pouvait aussi observer des différences selon que les échantillons étaient composés d'enfants, soit en famille d'accueil ou en centre de réadaptation, ou selon que les échantillons étaient des enfants ou des adolescents. Donc, ça motivait tout à fait le besoin d'aller vraiment approfondir la compréhension des études qu'on avait en main. Et c'est là qu'on a dû élaborer un système de classification, de codification des études, ce qui m'amène à la prochaine diapositive. Est-ce que ça va mieux, le son? Oui.
Donc, un système de codification, juste pour bien comprendre, là, dans le fond, c'est que nous, on a pris toutes les études, on a codifié le type de placement des enfants, la nature de l'intervention, c'est-à-dire regarder comme il faut, c'était quoi les buts, les objectifs de l'intervention, c'était quoi la durée, l'intensité des activités qui étaient proposées, quelles étaient également les stratégies de rapprochement des parents de l'école et comment la collaboration école-famille-communauté était mise en œuvre dans ces interventions-là. Donc, le fait de codifier et d'analyser ces différentes caractéristiques des études nous a permis de regrouper les études en 3 classes, en 3 catégories d'intervention, soit des interventions de soutien aux apprentissages scolaires, des interventions de soutien au développement des habiletés sociales ou encore des interventions qui misent sur vraiment des programmes intersectoriels de suivi individualisé. Et chacun de ces groupes d'intervention-là, on a pu dégager des constats et les constats, on a pu les proposer au comité consultatif auquel Isabelle référait précédemment pour voir si justement les constats étaient applicables pour nous dans notre réalité québécoise. Donc, l'objectif 2, donc c'est toute cette analyse-là qui nous a permis de répondre à l'objectif 2 et plus spécifiquement d'aller voir pour quelle famille, quel enfant et dans quel contexte de placement, donc les interventions école, famille, communauté étaient jugées efficaces. Donc, je vais prendre chacun des blocs, puis d'aller voir évidemment au niveau de la consultation. Donc, en regardant chacun des blocs d'intervention, en commençant par les interventions de soutien aux apprentissages scolaires, pour vous donner une idée, dans le fond, ce qu'on retrouvait ici, c'était vraiment des programmes plus axés sur le tutorat ou encore des programmes de développement de la lecture ou de co-lecture avec le parent. Donc, ce sont des interventions, quand on regardait les caractéristiques des études, qui étaient vraiment plus pensées pour des enfants d'âge préscolaire au niveau des programmes de lecture ou de co-lecture, mais aussi ou des enfants d'âge primaire, de l'école primaire élémentaire pour les programmes notamment de tutorat, et davantage des enfants qui étaient placés dans des familles d'accueil. Quand on regardait également les différentes caractéristiques des interventions, le but était vraiment d'offrir du soutien aux jeunes en dehors des heures de classe pour améliorer leur réussite et leur expérience scolaire. Et ce sont vraiment des programmes qui nécessitent vraiment un engagement qui est soutenu du parent ou encore d'un tuteur externe. C'est-à-dire que c'est des programmes qui sont assez impliquants au niveau de la durée. On parle de programmes, certains vont même jusqu'à 6 mois, d'autres peuvent s'échelonner tout au long de l'année scolaire. Et le rythme des activités est vraiment régulier sur des bases hebdomadaires et peut varier de 1 à 3 fois par semaine. Donc, on peut voir que ce sont des programmes, notamment au niveau du tutorat, là, où l'engagement qui peut être demandé aux parents ou à la personne qui vient offrir les programmes, nous, on voyait vraiment que ça demande un engagement soutenu. Donc, ça nous amène à regarder un peu plus la stratégie de rapprochement. Non, peut-être juste rester sur la diapo d'avant, la stratégie de rapprochement des parents, c'est sûr qu'on peut demander aux parents de faire un accompagnement plus direct à l'enfant à travers les différentes activités qui sont proposées dans les programmes. Sauf qu'en même temps, il y avait mettons, quand dans les études, on voyait que c'était plus des tuteurs externes qui venaient donner les programmes, on voyait quand même que le parent pouvait être impliqué d'une certaine manière en étant très ouvert à accueillir une personne à son propre domicile pour que l'enfant puisse puisse être exposé aux différentes activités pédagogiques. Donc, c'était une autre forme de rapprochement des parents qui était proposée. Et finalement, c'est important de mentionner que c'était des programmes qui étaient davantage portés par des organismes communautaires et qui étaient menés davantage en collaboration avec les services sociaux et que la participation des écoles, quand on lisait les descriptifs dans les études, était plus rare, si je peux le dire ainsi.
Toutefois, c'est vraiment le bloc d'études qui était le mieux documenté au niveau de l'efficacité et on observait tout spécialement des effets bénéfiques sur l'amélioration du rendement scolaire des enfants. Là, maintenant, Isabelle, on peut changer de diapo. Donc, quand on a présenté ces différents constats au comité consultatif, à nos experts, ils n'étaient pas surpris de voir l'efficacité des programmes de soutien aux apprentissages scolaires. Et en même temps, c'était agréable de constater que ce sont des programmes qui peuvent très bien s'arrimer avec certaines mesures ministérielles actuelles. Toutefois, quand on regardait qui peut donner les activités pédagogiques, notamment au domicile, c'est sûr que quand on a des enfants en famille d'accueil, les experts nous disaient que c'était peut-être plus pertinent d'envisager le recours à des ressources externes, notamment parce qu'il y a certains enjeux pratiques là, qui peuvent survenir. Si on regarde au niveau des parents d'accueil, c'est-à-dire que l'enfant est dans une famille d'accueil, c'est un parent qui joue le rôle de tuteur auprès de lui. Ce sont souvent des familles où les charges de travail sont importantes à la maison. C'est des parents qui travaillent, mais qui peuvent aussi avoir plusieurs enfants, qui peuvent accueillir plusieurs enfants à leur domicile. Donc, si on leur demande de mettre en œuvre un programme de tutorat ou qui demande autant d'engagement, c'est sûr que c'est important de considérer que ça peut leur demander une charge de travail supplémentaire. Et si on demandait aux parents naturels de l'enfant, aux biologiques, d'offrir ces programmes-là, bien c'est certain que ça peut créer aussi des enjeux là, et soulever certaines sensibilités parce que ce sont vraiment des programmes qui s'offrent au domicile de l'enfant. Donc, c'est important de réfléchir au réalisme, là, dépendamment des situations, d'inviter le parent naturel de l'enfant à se présenter dans un domicile de parents d'accueil. C'est facile à comprendre que ça peut soulever certaines sensibilités. Donc maintenant, pour ce qui est du deuxième groupe d'intervention, c'est-à-dire celui qui veut soutenir le développement des habiletés sociales, ce qu'on trouvait vraiment, d'abord, ce n'est pas un groupe d'intervention qui comprenait beaucoup d'études. On a regroupé seulement 4 études sous cette catégorie-là. Et parmi ces études-là, il y en avait qui étaient vraiment pour soutenir la préparation à la maternelle chez les enfants d'âge préscolaire et d'autres études qui misaient davantage sur, comme par exemple des programmes de mentorat, mais qui visent, dans le fond, ce qui est important de souligner, c'est que c'est des programmes qui visent à développer un lien significatif entre un jeune et un adulte de son environnement. Donc, au niveau de la population, bien, c'est sûr que si on parle des programmes de préparation à la maternelle, c'est des programmes qui visent davantage les tout-petits, alors que quand on parle de programmes qui visent l'établissement, le développement la création d'un lien avec un adulte, c'était des programmes qui ciblaient à la fois les enfants, mais aussi des adolescents. Mais encore une fois, on est plus dans les situations de placement dans les familles d'accueil et moins dans les situations de placement en centre de réadaptation. Au niveau des buts et objectifs, bon, ben, c'est facile, là, au niveau... Ce qui rassemblait ce groupe d'études-là, c'était vraiment dans le but de mettre en place des actions qui améliorent le fonctionnement social du jeune. Ce sont des programmes qui sont de durée et d'intensité variées. Et pour ce qui est de des stratégies de rapprochement des parents, ce n'était pas toujours clairement indiqué comment le parent était rapproché de l'école dans les études auxquelles on avait affaire, sauf qu'en même temps, le programme de préparation à la maternelle documentait clairement comment on soutenait le parent dans le développement des habiletés sociales de l'enfant et ça se faisait vraiment à travers un accompagnement du développement des habiletés parentales et plus spécialement au niveau de la sensibilité des parents aux besoins des enfants placés. La collaboration école-famille-communauté était vraiment mise en place un peu comme la même manière que le groupe d'intervention précédente, c'est-à-dire que c'est des programmes qui étaient davantage portés par des organismes communautaires, encore une fois avec la collaboration des services sociaux et la participation de l'école était quasi absente.
Donc, pour la prochaine diapo, dans le fond, on observait un peu la même chose, c'était que ces interventions-là étaient extrêmement pertinentes à mettre en place, malgré qu'il y a un petit nombre, à mettre en place auprès des familles, auprès des familles d'enfants placés, et que la création d'un lien parent-enfant, c'est extrêmement important pour créer un environnement d'apprentissage intéressant. Et évidemment, il serait tout à fait adéquat et nécessaire d'avoir accès à plus d'études qui évaluent l'efficacité de ces interventions. Pour ce qui est du dernier groupe d'interventions, donc la prochaine diapositive qui porte sur les interventions intersectorielles de suivi individualisé, ce sont des interventions qui ciblent vraiment des jeunes qui ont des graves troubles de comportement et qui vont nécessiter une action concertée entre le secteur éducatif et communautaire. Les interventions ciblaient de façon très rare, c'était très rare d'observer que ces interventions abordaient directement la question de la scolarisation, mais abordent vraiment le développement du jeune de façon plus globale et visent vraiment à mettre en place les différents intervenants qui proviennent de différents secteurs pour permettre d'avoir une lecture commune de la situation, prendre des décisions conjointes et planifier des actions concertées. La durée et l'intensité, c'est des programmes personnalisés aux besoins du jeune et de sa famille et on cherche vraiment à impliquer le parent dans le processus décisionnel. Donc, le parent fait partie de l'équipe des tables de concertation pour apporter son point de vue et participer aux prises de décision. C'est intéressant de constater ici, par exemple, que comparativement aux autres groupes d'intervention, ce sont des programmes qui sont davantage coordonnés par les services sociaux et qui sont mis en place en collaboration avec les différents secteurs de services, que ce soit communautaires ou scolaires. Quand on regarde certains programmes, certains impliquaient directement et systématiquement les milieux scolaires, d'autres les impliquaient toutefois seulement aux besoins. Ce groupe d'intervention-là, même si on en parle beaucoup dans la réalité, dans la pratique, les résultats étaient mitigés et c'était intéressant de recevoir un peu les commentaires du comité d'experts qui pouvaient nous expliquer rapidement que différents facteurs peuvent expliquer l'efficacité mitigée de ces programmes-là dans les études. Notamment, il y a plusieurs facteurs à prendre en considération, dans la vie de tous les jours. Si on tient juste compte de certaines variables organisationnelles, comme par exemple la stabilité du personnel, on sait que des interventions intersectorielles, c'est difficile à mettre en œuvre. Ça demande de créer des équipes de travail avec différents mandats, comme Isabelle le proposait. Et donc, il nous recommandait, pour essayer de mieux comprendre justement qu'est-ce qui pouvait faire varier les résultats, mais aussi d'utiliser différents leviers comme des agents pivots qui existent actuellement dans les commissions scolaires et qui peuvent certainement être des leviers intéressants pour faciliter l'implantation de programmes comme ça et s'assurer d'avoir des interventions qui peuvent être bénéfiques. Donc, ça m'amène vraiment à clore avec la prochaine diapositive. Là, je vais y aller très rapidement pour dire que, évidemment, la contribution principale de la recension qu'on a fait, c'était vraiment de faire un point sur les connaissances actuelles qu'on a pour les interventions école, famille, communauté auprès des enfants placés. Et c'était un des constats qu'on a observé, c'est qu'il y a quand même peu ou il manque des études. La plupart de ces études-là s'intéressent davantage aux parents d'accueil, pas tant que ça aux vrais parents, aux parents naturels de l'enfant. Plusieurs mesures importantes ne sont pas nécessairement considérées dans les études. Bref, c'est un champ de recherche qui gagnerait et qui mériterait de s'attarder si on veut si on veut mieux comprendre les effets bénéfiques des interventions, mais aussi savoir c'est quoi les mécanismes qui fonctionnent quand on veut travailler auprès de ce groupe de population. Isabelle, fait que je te laisse la parole pour... Oui, donc je vais y aller rapidement parce qu'on n'a plus énormément de temps, mais donc, parmi les recommandations, évidemment, il n'y a pas tellement d'études parmi celles qu'on a répertoriées qui sont des études qui ont été faites au Québec. Donc, encourager, favoriser des initiatives de soutien à la conception puis à l'évaluation de programmes d'intervention qui sont adaptés aux jeunes placés. Il y a clairement un besoin à ce niveau-là.
On a vu par contre que prioriser des interventions qui soutiennent l'apprentissage scolaire de ces jeunes-là, c'est vraiment important. Je rappelle que les statistiques actuelles disent que 17% de ces jeunes-là obtiennent un diplôme, ce qui est vraiment peu. Donc, les interventions de tutorat, co-lecture semblent pertinentes, surtout dans le milieu familial, idéalement avec un parent, pour les plus jeunes enfants, avec les ados, avec peut-être une personne de l'externe. Développer les habiletés sociales du jeune en travaillant la relation parent-enfant notamment, en soutenant aussi le développement des habiletés parentales, comment un parent peut mieux accompagner son enfant dans sa scolarisation, le sensibiliser aux besoins de l'enfant, aux besoins de socialisation, aux besoins scolaires, etc. Les initiatives de préparation à la maternelle et de soutien à la lecture sont également pertinentes. Évidemment, la collaboration intersectorielle est centrale dans ce type d'enjeu-là quand on travaille avec des jeunes en situation de placement et qu'on veut s'intéresser à leur réussite. On a vu qu'il y a peu d'études quand même qui donnent une place clé aux écoles dans leurs interventions. Et ça, c'est quand même questionnant. Puis ça peut-être que ça parle un peu de ces deux, le terme est peut-être de ces deux solitudes dans le sens où ce sont des organisations qui n'ont pas toujours ne m'aide pas si facilement toujours. Donc, comment on peut favoriser la prise de décision partagée, impliquer tous les acteurs concernés? Et comment on peut aussi valoriser davantage l'école pour ces jeunes placés-là, au-delà de répondre à leurs besoins de sécurité, parce que c'est évidemment central et majeur pour ces jeunes-là. Fait que souvent, on insiste beaucoup là-dessus et c'est vraiment important. Mais au-delà de ça, pour pouvoir leur donner des chances de réussir, de s'épanouir, puis de devenir des citoyens de demain, comme on fait pour leur promouvoir la valorisation de l'école auprès de ces jeunes-là en impliquant les familles, mais comment on peut aussi soutenir puis accompagner les directions et les équipes écoles à travers des formations, par exemple, pour les amener à mieux accompagner, tenir compte des besoins de ces jeunes-là, mais toujours dans une perspective de concertation avec les services de protection. Donc, je vais terminer là-dessus en remerciant les nombreux partenaires du projet que vous avez ici. Et si vous avez des questions, évidemment, on sera heureuse d'y répondre. Vous avez le lien dans le PowerPoint pour le rapport, mais aussi il y a une capsule vidéo qui a été créée et qui est presque prête. Il manque des micro-détails qui pourront être diffusés bientôt. S'il y a des personnes qui seront intéressées, on leur transmettra le lien au FRQ, pourra peut-être vous le transférer. Donc, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, on sera heureuse de les entendre. Oui, merci beaucoup. Merci à vous deux, Isabelle Archambault et Christine Maltais. Oui, on a déjà des questions. Je vais me tourner vers Caroline. Pour ce qui est de votre capsule vidéo dont vous faisiez mention, évidemment, je vais tout de suite le mentionner. Là, les rapports vous ont on a donné des liens dans la discussion, les envoyés par courriel, mais tout ça est aussi placé dans le site web du Fonds. Donc, on vous écrira éventuellement, prochainement pour vous le signifier. Et l'enregistrement de la rencontre d'aujourd'hui, il sera également téléversé. Donc, si la vidéo en question peut être ajoutée à cet endroit ou dans un de vos sites peut-être, alors on fera en sorte de bien le communiquer. Caroline, je vous cède la parole. Oui, une question qui nous provient de Roxane qui vous demande en lien avec le soutien aux habiletés sociales, quels sont les programmes connus de préparation à la maternelle offerts par les organismes communautaires? Pardon. Mais on pourrait regarder dans le rapport, là, Christine, je ne sais pas si tu as des noms spécifiques de programmes. Oui, c'est le programme KITS, K-I-T-S. Kids in Transition to School, excusez mon super anglais, mais c'est ça. C'est un programme, dans le rapport, justement, vous allez avoir un descriptif là, dans les annexes à la fin. On les a toutes décrits, les études, puis vous avez accès aussi aux références s'il y a lieu. Là. Mais le programme KITS, je l'ouvre à l'instant, c'est un programme qui a été évalué par Catherine Pierce. Et vous
pouvez même avoir accès à ce programme-là sur Internet, Google. Là, la personne le décrit très, très clairement. C'est un programme, dans le fond, qui mise sur le développement des habiletés parentales et qui mise aussi sur les habiletés préscolaires au niveau de la lecture. Mais on travaille vraiment dans un souci de développer les capacités d'autorégulation de l'enfant qui sont nécessaires notamment à l'apprentissage et qui vont être nécessaires quand l'enfant va faire sa transition vers la maternelle. Et évidemment, les années qui suivent, on sait que c'est des années importantes à préparer, surtout chez des enfants là, plus vulnérables et qui peuvent être à risque de présenter des difficultés. Donc, le programme KITS, K-I-T-S. Parfait, merci beaucoup. Geneviève, il n'y avait pas d'autres questions, à moins que je ne le vois pas, mais il n'y avait pas d'autres questions dans le chat. KITS, peut-être que vous, Christine Maltais, vous pourriez nous donner le lien et on va le recommuniquer donc dans la discussion. Alors, on a une nouvelle question. Oui, il y a Steve qui nous dit qu'au Québec, il existe le programme Passe-Partout, effectivement, offert par bon nombre de centres de services scolaires aux familles avant d'entrer à la maternelle. Donc, c'est une précision par rapport au programme Passe-Partout qui est offert au Québec. Je pense que c'est une très bonne idée. Je pense que l'enjeu actuel, c'est qu'on n'a pas tendance à travers ce type de programme-là d'assurer que les jeunes, par exemple, qui sont suivis, puis là, la personne qui a posé la question pourra me dire si je me trompe, mais à ma connaissance, on n'a pas nécessairement tendance à s'assurer que des jeunes, par exemple, qui sont suivis par des familles d'accueil ou qui sont suivis par les services de protection de la jeunesse sont vraiment participent à ces initiatives-là. Je pense que c'est une excellente idée que de ne pas refaire la roue et de ne pas réinventer des initiatives qui fonctionnent très bien. Mais je pense qu'il faut trouver des leviers et des façons de faire pour s'assurer que ces jeunes-là, qui en ont vraiment beaucoup besoin, puissent y avoir accès. Donc, je pense que des fois, ce n'est pas nécessairement dans l'inexistence d'intervention, mais je pense que c'est dans les mécanismes, parce que nous, évidemment, quand on disait qu'il n'y avait pas beaucoup d'interventions au Québec, on parlait beaucoup d'interventions qui ont été évaluées auprès de jeunes en situation de placement. Donc, il en existe des interventions de préparation scolaire. Ce qui est dommage, c'est que parfois, ce n'est pas nécessairement toujours les jeunes qui en ont le plus besoin, qui ont accès, même si je sais que ces programmes-là font vraiment des efforts pour aller rejoindre, là, sont souvent dans les milieux défavorisés, etc. Mais ça reste que si on pouvait réfléchir à des mécanismes de suivi pour faire en sorte que ces jeunes-là spécifiquement, et d'autres aussi qui en ont besoin, puissent y avoir accès, je pense que ça serait très gagnant. Parce que moi, j'aime beaucoup l'idée qu'il ne faut pas refaire des initiatives qui existent et qui fonctionnent bien, mais c'est de dire comment on peut s'assurer de la mise en place de mécanismes pour que les programmes atteignent puis puissent rejoindre les populations qui en ont le plus besoin. Mais je pense que c'est une excellente suggestion, effectivement. Parfait, merci. Puis je vois qu'Elisabeth a mis le lien là, vers le programme dont vous faisiez mention tantôt. Il n'y a pas d'autres questions, donc est-ce qu'on passe avec le mot de la fin, Geneviève? On ne vous entend pas. Le micro est fermé. Je faisais un dernier rappel, mais je vois qu'il y a une question qui est entrée ou un commentaire. Oui, il y a Marianne qui nous dit qu'elle est responsable des relations avec les parents et les enseignants chez Alloprof et qu'ils ont beaucoup de difficultés à rejoindre les populations défavorisées et marginalisées pour leur offrir du soutien. Auriez-vous des conseils? Effectivement, c'est toujours le défi d'aller rejoindre ces parents-là. Je ne sais pas si Christine, tu veux donner quelques pistes. Et souvent, ce qu'on voyait dans les études, c'était vraiment des programmes de référencement qui étaient faits. C'était qu'il y avait un lien étroit établi entre les... C'est sûr qu'il faut que les organismes communautaires comme Alloprof là, soient connus des intervenants. Puis, souvent, c'était des référencements qui étaient faits par les intervenants de l'enfant. Là, dans les programmes, on voyait vraiment que c'était les intervenants sociaux qui accompagnaient l'enfant, la famille, qui faisaient la référence à l'organisme. Sauf qu'en même temps, je pense que dans la vie, c'est tout à fait, ça pourrait être autant l'intervenant
l'intervenant social qui accompagne l'enfant, et ça pourrait être aussi un intervenant scolaire. Donc, je pense que c'est de bien connaître les interventions, puis de bien connaître les besoins des familles pour être capable de les référer au bon organisme. Donc, c'est ça. Je pense que considérant qu'on s'adresse probablement, là, j'imagine qu'en ce moment, il n'y a peut-être pas tant de gens des services de protection de la jeunesse qui sont ici aujourd'hui avec nous, mais c'est certain que je pense qu'il y a, parce que je pense qu'il faudrait leur envoyer ce message-là aussi, mais je pense que du côté, par exemple, des milieux scolaires, par exemple, des enseignants de la maternelle 4 ans ou de la maternelle ou du début du primaire, s'il y avait un travail, une sensibilisation qui était faite à essayer de voir comment on peut faire des liens plus directs avec les enfants puis les familles qui sont dans ces situations-là, puis de les référer aux organismes communautaires, je pense que ça pourrait déjà être une première étape. Si ce travail-là se faisait en concertation avec la direction de la protection de la jeunesse, bien évidemment, c'est un levier supplémentaire. Donc, je pense que dans ces questions-là, pour y avoir travaillé un petit peu sur d'autres objets, l'enjeu de concertation entre les deux univers fait en sorte que des fois, les bons moyens ne rejoignent pas les jeunes. Fait que je pense que si on travaillait davantage ensemble, et même si on co-organisait des activités de réflexion et de concertation avec des gens des services sociaux pour que les réflexions soient faites d'un part et d'autre, mais je pense que c'est aussi ça qui permettrait de sensibiliser tout le monde à comment on pourrait mieux travailler ensemble, puis comment on pourrait favoriser, comment on pourrait aider à référer les jeunes et les familles. Mais je pense que l'idée de passer par des intervenants, c'est souvent une bonne avenue, des intervenants de confiance. Ça peut aussi aider. Mais je pense qu'après ça, ça prend du temps et des conditions de part et d'autre pour que ça fonctionne, parce que tant les intervenants des services sociaux que les intervenants scolaires sont quand même assez débordés. Donc, les organismes communautaires peuvent aussi jouer un rôle là-dedans, c'est certain. J'aurais envie d'ajouter à ce que tu dis, Isabelle, aussi que la place de l'école dans la vie des enfants en situation de placement, c'est que j'ai l'impression en fait, je n'ai pas l'impression, c'est quand même documenté, c'est que les besoins de protection versus les besoins éducatifs de l'enfant, bien souvent, c'est quand même deux besoins importants à répondre, mais souvent, les besoins de protection, en raison de l'urgence et de la complexité des situations, pouvaient être mis de l'avant. Mais c'est pour ça aussi qu'on observe peut-être des décalages aussi importants là, au Québec, mais on les observe aussi ailleurs dans le monde. Ce n'est pas seulement spécifique au Québec, là, mais où ça nous amène à s'interroger vraiment sur la place de l'école. C'est important de soutenir la réussite scolaire des enfants. Donc, ces questions-là commencent à émerger sur comment, justement, on peut faire les bons liens, puis comment on va travailler en collaboration pour bien placer, pour que le message soit clair, que l'école, c'est important aussi pour ces enfants-là. Donc, ça va amener toutes ces réflexions-là sur comment on peut mieux collaborer ensemble pour justement mettre de l'avant les bons services avec la bonne famille, le bon enfant. Super. Merci beaucoup. Je vous arrête là parce qu'on va faire le petit mot de la fin que je promets d'être très succinct. Pour commencer, j'aimerais ça remercier évidemment Geneviève et Elisabeth du FRQSC pour l'organisation de l'activité d'aujourd'hui. Je veux également remercier chaleureusement, bien sûr, Mme Plante et Mme Archambault et Mme Maltais qui s'est joint à l'équipe de Mme Archambault pour leur grande générosité à avoir partagé avec nous les résultats de leur projet de recherche. On souhaite évidemment que vos travaux aient des retombées au ministère et dans les réseaux. On peut déjà constater que ça suscite des réflexions. Merci évidemment à tous les participants. Vous êtes près de 250 personnes à travers le Québec à vous êtes inscrits. Ça témoigne, moi, je trouve, d'un réel intérêt pour la recherche en éducation. Je salue vraiment votre curiosité par le fait même, en fait, votre engagement à la réussite de nos élèves et de nos étudiants et vraiment de tous les élèves, autant ceux placés, comme on disait, parce que c'est effectivement très important aussi pour ces jeunes-là. J'aimerais
j'aimerais vous partager quelques éléments clés que je retiens des présentations de ce matin. Je vous invite par le fait même à faire la même chose de votre côté, puis à voir ce que vous retenez, puis de quelle façon les résultats qui vous ont été présentés pourront inspirer en fait vos pratiques respectives dans vos milieux. Pour le projet de Mme Plante, en fait, ça réaffirme selon moi l'importance de s'intéresser au rôle des parents auprès de leurs adolescents, en particulier au soutien à l'autonomie pour la persévérance et la réussite des jeunes, et la nécessité aussi de se doter de cibles et d'indicateurs quant à la collaboration avec les parents. Pour le projet de Mme Archambault, on peut constater en fait une hausse importante du nombre de jeunes placés. Ça m'a quand même marqué quand vous en avez fait mention, d'où l'importance de suivre ces jeunes-là et de leur offrir la chance de réussir également, notamment par le recours à des ressources externes pour le soutien à l'apprentissage dans le milieu scolaire, considérant les défis que ça peut représenter pour les parents, autant biologiques que les parents de famille d'accueil. Donc, voilà. Et avant de conclure, là, c'est vrai, j'en profite pour partager une bonne nouvelle en exclusivité, en fait, qui fait suite au dévoilement en mai dernier de la stratégie visant à valoriser le personnel scolaire 2022-2026. Le ministère, en collaboration avec le FRQSC, est heureux de vous annoncer la création d'un nouveau programme de recherche sur cette thématique. Donc, évidemment, on continue à s'intéresser aux élèves et aux étudiants, mais par ce programme-là, on va vraiment s'intéresser à la valorisation du personnel scolaire. Celui-ci s'inscrit, comme les autres programmes de recherche financés par le ministère, dans le cadre des actions concertées. Donc, c'est le même principe que ce programme-ci, PRPRS. Je vous invite à surveiller les nouvelles à ce sujet dans les prochains mois. Finalement, je rappelle que tous les participants inscrits aujourd'hui à l'activité recevront par courriel l'annonce du dépôt sur le site YouTube du Fonds pour visionner en différé l'activité de cette matinée. Je tiens aussi à vous mentionner qu'en plus des activités de transfert, des outils de vulgarisation des résultats de recherche financés par le ministère sont disponibles et offerts gratuitement. Si vous voulez être tenu informé par la parution de ces outils et des prochaines activités de transfert, je vous invite à envoyer un courriel à InfoTransfert. Je crois qu'Elisabeth va mettre le lien dans le chat pour vous inscrire. Donc, voilà, je vous remercie encore pour votre participation puis je vous souhaite de passer une très belle fin de semaine et bon dîner. Au revoir. Merci beaucoup. N'oubliez pas de faire circuler l'enregistrement de la rencontre d'aujourd'hui auprès de vos collègues. Au revoir, merci.